10 ans aux côtés du millionnaire, sans un seul vrai baiser. Elle vivait entre le luxe et le vide d'un amour sans chaleur. Mais lorsqu'il décida de la remplacer, quelque chose changea en elle, et son geste fit découvrir au millionnaire le véritable amour. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Marianne observait son reflet dans le miroir tandis qu'elle ajustait ses boucles d'oreilles en perles. Elle avait 42 ans, mais les gens disaient toujours qu'elle paraissait plus jeune. Le secret résidait dans sa routine impeccable de soins de la peau, son régime alimentaire contrôlé et ses exercices quotidiens. Non par vanité, mais par nécessité. Être l'épouse d'Édouard Mercier exigeait la perfection sous tous les aspects, principalement l'apparence. L'hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, était un monument à la sophistication. Des murs de verre qui exposaient un intérieur méticuleusement décoré, des meubles signés par des designers renommés, des œuvres d'art stratégiquement positionnées. Tout y avait été choisi avec une précision chirurgicale par des décorateurs engagés à prix d'or. Rien n'était déplacé, rien ne jurait avec la palette de couleurs prédéterminée. Tout comme Marianne, la maison était aussi une vitrine impeccable. Cette nuit serait comme tant d'autres. Un autre dîner de gala caritatif où Édouard, l'un des hommes d'affaires les plus respectés du secteur immobilier parisien, serait honoré pour ses contributions philanthropiques. Marianne connaissait son rôle par cœur. Sourire au bon moment, faire des commentaires discrets et élogieux sur son mari, charmer les invités par son élégance contenue. C'était un scénario qu'elle suivait depuis 10 ans, depuis leur mariage lors d'une cérémonie qui avait fait la couverture des magazines de célébrités. Elle descendit les escaliers, à pas calculés, sa robe bleu marine dessinant discrètement sa silhouette. Édouard l'attendait déjà dans le salon, consultant sa montre-bracelet avec impatience. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle entra. « Nous sommes en retard », dit-il sans émotion. « Le chauffeur attend depuis 10 minutes. »« Désolé, j'ai dû refaire mon maquillage », répondit Marianne, sachant que l'explication importait peu. Le retard était impardonnable pour Édouard, qui mesurait le temps comme il mesurait la valeur de ses investissements, avec une précision mathématique. Le trajet jusqu'à l'hôtel de luxe où devait avoir lieu le dîner se fit en silence. Édouard consultait des emails sur son téléphone portable, tandis que Marianne observait les lumières de la ville par la fenêtre. Elle se rappela comment elle rêvait de cette vie lorsqu'elle avait rencontré Édouard à 32 ans. Elle était une graphiste prometteuse, travaillant dans une petite maison d'édition lorsqu'elle fut engagée pour refondre l'identité visuelle de l'une de ses entreprises. Le charme, la sécurité financière et la détermination d'Édouard l'avaient enchantée. Il semblait si décidé, si sûr de tout. Ce fut comme une tempête dans sa vie, bouleversante et intense. Le mariage vint rapidement. 6 mois après leur première rencontre, ils échangeaient des alliances. La famille de Marianne, sa mère veuve et sa jeune sœur, fut éblouie par cet homme qui semblait sorti d'un conte de fées moderne. Le conte, cependant, commença à montrer ses pages obscures peu après la lune de miel. Édouard attendait une épouse, qui serait le prolongement de son monde parfait. Non une femme avec des opinions, des rêves propres, ou pire, des fragilités. La première fois que Marianne pleura parce qu'elle regrettait le travail qu'elle avait abandonné pour se consacrer entièrement à sa vie d'épouse, Édouard la regarda avec un mélange d'incompréhension et de déception qui la glaça de l'intérieur. « Tu as tout ce qu'une femme pourrait désirer, Marianne. Pourquoi gaspiller de l'énergie avec des sentiments ?» Cette phrase, prononcée il y a près d'une décennie, fut la première pierre d'un mur qui grandit entre eux, jour après jour, silence après silence. À l'hôtel, le couple fut accueilli par des sourires et des compliments enthousiastes. Les flashs des photographes crépitèrent lorsqu'ils entrèrent dans le salon. Édouard assuma immédiatement son rôle public. Sourire chaleureux, poignée de main ferme, baiser respectueux sur le visage de Marianne lorsqu'une caméra s'approchait. Pour ceux qui les voyaient de l'extérieur, ils incarnaient le couple parfait. Édouard et Marianne Mercier. « Quel plaisir de vous avoir avec nous ce soir », dit l'organisatrice de l'événement, une femme au large sourire et à la voix stridente. « Marianne, vous êtes éblouissante comme toujours !»« Merci, Clarisse. »« Vous aussi, vous êtes très belle », répondit Marianne avec un sourire répété. « Édouard, nous avons besoin de quelques photos de vous avec les autres lauréats avant le dîner. Cela vous dérange-t-il » Bien sûr que non. Marianne, pourquoi n'allez-vous pas trouver notre table? Je reviens dans quelques minutes.
Et ainsi, une fois de plus, Marianne se retrouva seule au milieu de la foule. Elle marcha parmi les invités, échangeant des sourires et des salutations polies. Elle connaissait la plupart des gens présents. C'étaient toujours les mêmes lors de ces événements mondains, mais n'avait d'amitié avec aucun d'entre eux. Les amitiés réelles exigeaient de l'intimité, et l'intimité révélait des imperfections. Édouard ne tolérait pas les imperfections. À la table désignée, 2 autres couples étaient déjà assis, les Dubois et les Fournier. Partenaires d'Édouard dans certaines entreprises, ils étaient des habitués de ce genre d'événements. « Marianne, ça fait longtemps !» s'exclama Patricia Dubois, une femme d'une 50aine d'années avec plus de botox sur le visage que d'expression dans les yeux. « Je n'arrive toujours pas à croire que vous ayez manqué notre fête du Nouvel An à Deauville. C'était tout simplement merveilleux. Malheureusement, nous avons dû aller à Londres, » expliqua Marianne. Édouard avait d'importantes réunions. Travailler en plein réveillon. « Votre mari ne s'arrête jamais, n'est-ce pas ?» Marianne sourit en réponse, ne sachant que dire. Comment expliquer qu'Édouard préférait être n'importe où? Il pouvait faire des affaires plutôt que de passer du temps de qualité avec elle. Comment raconter qu'ils avaient dormi dans des chambres séparées à l'hôtel, dans le quartier des affaires de Londres, et que le passage à la nouvelle année avait été célébré par un toast mécanique et un baiser sec sur le front? Le dîner se déroula comme tous les autres. Conversation superficielle sur les voyages, les investissements, les enfants à l'université, les enfants des autres, puisque Marianne et Édouard n'avaient jamais eu d'enfants, et des ragots voilés sur les absents. Marianne y participa par des commentaires polis, des rires au bon moment, et cette présence absente qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Lorsqu'Édouard revint enfin à la table, le dessert était déjà servi. Il s'assit à côté d'elle, posant sa main sur son épaule avec cette intimité fabriquée qu'il réservait aux événements publics. « Excusez mon retard, mais j'ai dû régler quelques détails concernant le don de cette année, » expliqua-t-il au groupe. « Toujours le philanthrope, » commenta Richard Fournier, levant sa coupe de champagne en un toast. « Édouard, vous nous faites honte avec tant de générosité. » Marianne observa son mari recevoir les éloges avec ce sourire contenu qu'il considérait élégant. Elle connaissait chaque expression de ce visage, chaque ligne, chaque mouvement. Elle connaissait l'homme public que tous admiraient, mais elle connaissait aussi l'homme privé qui, depuis des années, ne la regardait plus dans les yeux pendant une conversation. Plus tard, de retour à l'hôtel particulier, Édouard se rendit directement à son bureau, comme il le faisait toutes les nuits. Marianne monta dans leur chambre, où le lit king size semblait trop grand pour une seule personne. Elle retira ses boucles d'oreilles en perles, sa robe soigneusement choisie, ses chaussures à talons qui lui faisaient mal aux pieds. Elle démaquilla son visage avec des gestes lents, observant son visage dans le miroir de l'ancienne coiffeuse, un héritage de sa grand-mère, le seul meuble de la maison qui avait une histoire et une signification pour elle. Elle s'assit sur le lit et, un instant, laissa transparaître la fatigue non pas physique, mais émotionnelle. Ses épaules s'affaissèrent. Son visage perdit cette tension constante qu'elle maintenait en public. Elle était seule. Elle pouvait enfin être elle-même. Mais qui était Marianne, après tout? Après tant d'années passées à vivre dans l'ombre de son mari, elle ne le savait plus. Elle prit la tablette cachée dans le tiroir de la table de chevet et accéda au blog qu'elle tenait depuis près d'un an. « Matriadudas, Dambitine, murmure de verre ici », était le nom de cet espace virtuel où, sous le pseudonyme de Sophia, elle écrivait sur la solitude au sein du mariage, sur les silences qui pèsent plus lourd que les cris, sur 2 personnes qui partagent le même toit, mais vivent dans des mondes séparés. Elle commença à taper, laissant les mots couler comme ils ne coulaient jamais dans ses conversations réelles. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai été invisible au milieu des lumières. Des sourires ont été échangés, du champagne a été bu, des éloges ont été distribués comme des confettis. Et moi, dans ma robe bleu marine parfaitement adaptée, je n'étais qu'un accessoire dans le paysage. Quelqu'un a-t-il posé des questions sur mes rêves? Quelqu'un a-t-il remarqué que derrière le rouge à lèvres rouge, il y a des lèvres qui tremblent d'envie de crier? Non, personne ne le remarque. L'invisibilité est mon super pouvoir indésirable. Parfois, je me demande si je disparaissais vraiment. Combien de temps il faudrait pour que l'on s'aperçoive de mon absence? L'écriture était sa soupape de sécurité, son seul moment de vérité dans un monde construit sur les apparences. Sur le blog, elle avait des lectrices fidèles, des femmes qui, comme elle, vivaient dans des mariages qui ressemblaient plus à des contrats commerciaux qu'à des relations d'amour. Là, dans ce petit coin d'Internet,
Marianne existait vraiment. Elle termina le texte, le publia et referma rapidement la tablette lorsqu'elle entendit des pas dans le couloir. La porte de la chambre s'ouvrit et Édouard entra déjà vêtu du pyjama de soie grise qu'il portait toutes les nuits. « L'événement a été un succès », dit-il, entrant dans la salle de bain pour se brosser les dents. « Nous avons réussi à lever plus de fonds que l'année dernière. »« Non, tant mieux », répondit Marianne, rangeant la tablette dans le tiroir. « Tu dois être fier. »« Je suis satisfait », corrigea-t-il, comme si la fierté était une émotion trop intense pour être admise. Le magazine Affairs and Influence sera à la maison la semaine prochaine pour une interview. J'ai besoin que tu sois présente. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre déguisé. Marianne acquiesça, sachant exactement ce qu'on attendait d'elle. Elle serait l'épouse dévouée, la compagne qui avait renoncé à sa carrière pour soutenir son brillant mari. Elle dirait les phrases répétées sur la façon dont Édouard était un homme exceptionnel, généreux, visionnaire. Elle poserait pour des photos à ses côtés dans le jardin impeccable, tenant peut-être une tasse de thé qu'elle ne boirait jamais. « Bien sûr, » dit-elle, « je vais déplacer mon cours de peinture. » Édouard ne répondit pas. Il ne répondait jamais lorsqu'elle mentionnait ses cours de peinture, la seule activité qu'elle maintenait en dehors de la maison, une fois par semaine, en cachette. Pour lui, c'était un caprice futile, quelque chose pour l'occuper, comme on achète un jouet à un enfant agité. Ils se couchèrent chacun de son côté du lit, séparés par un océan invisible de non-dits. Le silence entre eux était aussi familier que l'air qu'ils respiraient. Édouard éteignit la lumière de la lampe de chevet et se tourna sur le côté, le dos à son épouse. « Bonne nuit », dit-il mécaniquement. « Bonne nuit », répondit Marianne, fixant le plafond sombre. Et ainsi, un autre jour se terminait dans la maison des Mercier. De l'extérieur, des murs de verre exhibaient l'intérieur parfait pour quiconque passait. À l'intérieur, deux étrangers partageaient le même espace sans jamais partager leurs âmes. Les jours suivants se déroulèrent selon la même routine méticuleuse qui dominait la vie de Marianne depuis des années. Elle se levait avant le soleil, se préparait avec soin, supervisait le petit déjeuner que la femme de chambre servait à Édouard. Après son départ pour le travail, elle s'occupait des engagements d'une épouse de la haute société. Réunions caritatives, déjeuner avec les épouses d'autres hommes d'affaires. Visite au spa pour maintenir son apparence impeccable. Le mercredi, comme toujours, elle se rendit à son cours de peinture. Pour Édouard, elle disait qu'elle allait au centre culturel pour participer à un groupe de lecture, quelque chose de respectable, adapté à une femme de sa position. En réalité, elle fréquentait un petit atelier à l'arrière de la maison de Madame Zélie, une dame de 70 ans qui avait été professeure d'art plastique et donnait maintenant des cours particuliers à un groupe restreint de femmes. L'atelier était un refuge. Loin des murs de verre de l'hôtel particulier, Marianne pouvait se salir de peinture, faire des erreurs, expérimenter des couleurs vibrantes qui n'auraient jamais leur place dans sa maison monochrome. Ses peintures étaient toujours des paysages au ton fort, des horizons infinis, des ciels orageux, l'opposé de la vie contrôlée qu'elle menait. « Vous évoluez, ma chère », commenta Madame Zélie, observant la toile sur laquelle Marianne travaillait. Une plage au coucher du soleil, avec des vagues déchaînées se brisant sur les rochers. « Mais je sens encore que vous vous retenez. Le pinceau veut aller au-delà, mais vous le tenez. » Marianne sourit, reconnaissant la vérité dans ses mots. Même dans la peinture, sa soupape de sécurité, elle ne parvenait pas à se libérer complètement. Le contrôle était si enraciné dans sa vie qu'il était devenu une partie d'elle-même. « Un jour, je peindrai quelque chose de vraiment libre », promit-elle, plus à elle-même qu'à sa professeure. En rentrant chez elle, elle trouva un mot de la femme de chambre l'informant qu'Édouard avait appelé pour dire qu'il rentrerait tard. Ce n'était pas une nouveauté. Souvent, il restait au bureau jusqu'après 22 heures, ou avait des dîners d'affaires qui se prolongeaient jusqu'au petit matin. Marianne ne savait plus si elle croyait à ses excuses, mais elle ne s'en souciait pas assez pour poser des questions. Elle monta dans sa chambre, prit un long bain et enfila un peignoir doux. Elle prépara une tasse de tisane à la camomille et s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, sa tablette à la main. Le blog avait reçu plusieurs commentaires sur le dernier article, comme toujours. Des femmes de différentes régions de France partageaient leurs propres histoires de solitude conjugale, remerciant Sophia de donner une voix à leurs sentiments. Ça demandait des conseils. Un commentaire en particulier attira son attention. « Vos mots m'ont frappé comme une gifle à l'âme. Pendant 10 ans, j'ai cru être la seule à ressentir ce vide au sein d'un mariage parfait.
Hier, après avoir lu votre texte sur les silences qui blessent, j'ai eu le courage de dire à mon mari que je ne supportais plus de vivre ainsi. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Peut-être le suis-je vraiment. J'ai peur de ce qui m'attend. Mais j'ai plus peur encore de passer le reste de ma vie à être invisible. Merci de m'avoir prêté votre courage, Sophia. Marianne sentit un nœud dans la gorge. Ces mots avaient un impact sur des vies réelles, donnant du courage à des femmes qui, comme elle, vivaient dans des cages dorées. Mais où était son propre courage? Quand serait-elle capable de suivre l'exemple de ses lectrices et d'affronter la vérité de sa vie? Elle commença à écrire une réponse quand elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Elle regarda l'horloge, 9h30 plus tôt que prévu. Elle rangea rapidement la tablette et descendit les escaliers. Édouard entra portant avec lui cette aura d'autorité qui ne le quittait jamais. Il portait un costume impeccable, comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression, une tension qui n'y était pas habituellement. « Je ne t'attendais pas si tôt », commenta Marianne gardant une voix neutre. Édouard posa sa mallette sur la table du hall et desserra sa cravate, un geste rare qui trahissait son malaise. « Nous devons parler », dit-il, se dirigeant vers le salon sans attendre de réponse. Marianne le suivit, sentant un frisson lui parcourir l'échine. En 10 ans de mariage, les mots « nous devons parler » n'avaient jamais précédé quelque chose de bon. Elle s'assit sur le canapé en cuir blanc, les mains jointes sur ses genoux, attendant. Édouard resta debout, comme si s'asseoir à côté d'elle exigeait une intimité qu'il n'était pas disposé à accorder. « J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines. » Commença-t-il, ajustant le nœud de cravate qu'il venait de desserrer. « Notre vie ensemble a été adéquate. Nous avons construit une image respectable, maintenu un foyer organisé, rempli nos obligations sociales. Mais il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai besoin de plus. » Marianne sentit son cœur s'accélérer. Un bref instant, une étincelle d'espoir s'alluma dans sa poitrine. Peut-être, après toutes ces années, Édouard avait-il enfin réalisé le vide de leur relation. Peut-être proposait-il un changement réel, un nouveau départ pour eux. « Plus » demanda-t-elle, la voix plus fragile qu'elle n'aurait voulu. « Oui, plus » confirma-t-il, fixant un point au-dessus de sa tête, évitant tout contact visuel comme il le faisait toujours lors des conversations difficiles. « Je suis dans une nouvelle phase de ma carrière. Les projets internationaux décollent. Nous nous étendons sur de nouveaux marchés. J'ai besoin d'une partenaire qui soit en phase avec cette nouvelle réalité. » L'étincelle d'espoir s'éteignit aussi rapidement qu'elle était apparue. Édouard ne parlait pas de sentiments, d'intimité, de connexion, il parlait d'affaires, comme toujours. « Et je ne suis pas en phase avec cette nouvelle réalité ?» questionna Marianne, une pointe d'amertume s'échappant entre les mots soigneusement choisis. Édouard la regarda enfin, avec cette expression de légère impatience qu'il réservait lorsqu'il devait expliquer l'évidence. « Tu as parfaitement rempli ton rôle pendant toutes ces années, Marianne. Je ne remets pas cela en question. Mais maintenant, j'ai besoin de quelqu'un qui parle couramment le mandarin pour les négociations en Chine, qui comprenne le marché financier, qui ait ses propres connexions sur la scène internationale. » La réalité de ce qui se passait frappa Marianne comme un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas une conversation sur leur mariage, c'était un licenciement. Et Édouard la renvoyait de son poste d'épouse, comme il renverrait un employé qui ne répondait plus aux attentes de l'entreprise. « Tu me demandes le divorce », dit-elle, non pas comme une question, mais comme une constatation. « Je propose une séparation civilisée », corrigea-t-il, comme si le choix des mots pouvait adoucir l'impact. Sans scandale, sans exposition inutile. Quelque chose de discret et respectueux, comme l'a été notre mariage. Respectueux. Le mot résonna dans l'esprit de Marianne comme une gifle. Qu'y avait-il de respectueux dans un mariage où elle n'avait jamais été réellement vue, où ses désirs, ses rêves et ses besoins étaient traités comme des inconvénients à tolérer, où le silence avait remplacé toute tentative de dialogue véritable. « Je comprends », dit-elle, se surprenant elle-même par le calme de sa voix. « Tu as déjà consulté un avocat, j'imagine. »« Oui, » répondit Édouard, et pour la première fois, il sembla légèrement mal à l'aise. « Pérez prépare les documents. Ce sera juste pour toi, Marianne. La maison de vacances sur la Côte d'Azur te reviendra, ainsi qu'une pension généreuse. Tu n'auras pas à te soucier de l'argent. » Bien sûr qu'elle n'aurait pas à se soucier de l'argent. Édouard avait toujours cru qu'il pouvait tout acheter, y compris sa dignité avec son argent. « Quand comptes-tu rendre cela public ?» demanda Marianne, pensant déjà aux implications sociales, aux ragots,
au regard de pitié qu'elle recevrait lors des événements caritatifs. Une fois les papiers signés, je dirais à la presse que ce fut une décision mutuelle, prise avec maturité après des années de compagnonnage, que nous resterons amis et nous souhaiterons mutuellement le succès. Une histoire parfaite pour préserver l'image parfaite, typique d'Édouard. « Et qui est-elle » demanda Marianne, se surprenant elle-même autant que lui par la question directe. Édouard fronça les sourcils, visiblement gêné par la question. « Est-ce pertinent ?»« Pour moi, oui », insista Marianne, trouvant en elle une fermeté qu'elle ne savait plus posséder. « Si je dois être remplacé, j'aimerais savoir par qui. » Édouard ajusta sa montre au poignet, gagnant du temps pour réfléchir. Finalement, avec un soupir d'irritation contenue, il répondit « Véronique Chen, la nouvelle directrice financière de la filiale asiatique. 32 ans. MBA HEC Paris, parlant 5 langues couramment. Nous nous sommes rencontrés lors de l'expansion sur le marché chinois. 32 ans. Le même âge que Marianne avait lorsqu'elle avait rencontré Édouard. L'histoire se répétait, dans un cycle parfait de remplacement. Elle sentit un rire amer monter dans sa gorge, mais réussit à le retenir. Elle ne donnerait pas à Édouard le plaisir de la voir perdre son sang-froid. « Merci pour ton honnêteté, » dit-elle, se levant du canapé avec la posture droite que des années d'étiquette lui avaient enseignée. « Je vais réfléchir à tout cela. Maintenant, si tu permets, je dois me retirer. » Édouard sembla soulagé que la conversation se termine si rapidement et sans drame. Il acquiesça brièvement. « Bien sûr, Pérez te contactera dans les prochains jours. » Marianne monta les escaliers à pas mesurés, consciente du regard d'Édouard sur son dos. Ce n'est que lorsqu'elle referma la porte de la chambre derrière elle qu'elle permit à ses jambes de trembler, à sa respiration de s'accélérer, aux larmes de venir, non pas de tristesse pour la perte de son mari, mais de colère pour toutes les années gâchées à essayer d'être parfaite pour quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment vue. Elle s'assit au bord du lit, les mains tremblantes tenant son visage. 10 ans. 10 ans de sa vie consacrée à un mariage qui n'était qu'une façade. 10 ans à faire semblant d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. À étouffer ses désirs, à museler sa voix. Pourquoi faire? Pour être jetée comme un meuble démodé quand elle ne servait plus au dessein d'Édouard. Elle leva le visage, regardant le miroir de la coiffeuse. La femme qui la fixait en retour semblait une étrangère. Yeux rouges, maquillage bavé, expression de détresse. Mais il y avait quelque chose de plus là, caché sous les larmes. Une étincelle de quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Oui, c'était du soulagement qu'elle commençait à ressentir, comme une prisonnière qui voit soudain la porte de sa cellule ouverte. La fin de ce mariage n'était pas une condamnation à l'échec, c'était une opportunité de libération. Le soleil ne s'était pas encore levé lorsque Marianne se réveilla. Ses yeux s'ouvrirent dans l'obscurité de la chambre, tandis que la réalité de la veille revenait comme des vagues se brisant sur la plage. Édouard voulait divorcer. Après 10 ans, elle serait remplacée par une version plus jeune, plus qualifiée et plus utile aux affaires de son mari. La cruauté de la situation ne résidait pas dans la fin du mariage. Celui-ci était mort depuis longtemps, mais dans la façon dont Édouard la traitait comme une pièce jetable sur son échiquier corporatif. Pendant quelques minutes, elle resta immobile, écoutant la respiration rythmée d'Édouard de l'autre côté du lit. Il dormait profondément, sans aucun signe de trouble. Bien sûr qu'il dormait bien. Pour lui, cette conversation n'avait été qu'une négociation réussie de plus, un élément de plus rayé de sa liste de tâches. Marianne glissa hors du lit sans faire de bruit. Elle se dirigea vers la fenêtre et écarta légèrement le rideau. Le ciel commençait à s'éclaircir, teintant l'horizon de Paris de tons d'orange et de rose qu'elle n'aurait jamais osé porter dans ses vêtements ou dans la décoration de cette maison. Elle avait vécu si longtemps dans le monde monochrome d'Édouard que les couleurs vibrantes semblaient là presque offensantes. Une décision commença à se former dans son esprit, non pas comme une pensée élaborée, mais comme une sensation physique, une impulsion venant du centre de sa poitrine. Elle n'attendrait pas que les avocats d'Édouard définissent les termes de son départ. Elle n'accepterait pas le rôle d'épouse rejetée, recevant des miettes de générosité comme on reçoit l'aumône. Non, cette fois ce serait différent. Cette fois, elle dicterait les règles de sa propre vie. Avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, Marianne se dirigea vers le dressing. Elle prit une valise discrète, de celles utilisées pour les courts week-ends, et commença à choisir quelques pièces. Pas beaucoup, juste l'essentiel. Quelques vêtements simples qu'elle portait rarement, parce qu'Édouard les considérait trop ordinaires. 2 jeans, quelques chemisiers,
une paire de baskets confortables. Peu de bijoux, seulement ceux qui avaient une valeur sentimentale. Le collier hérité de sa grand-mère, les boucles d'oreilles que sa mère lui avait données le jour de sa remise de diplôme. Rien qui puisse être considéré comme un cadeau d'Édouard. De la salle de bain, elle ne ramassa que les articles de toilette de base, de la coiffeuse, la vieille brosse à cheveux qui avait appartenu à sa grand-mère. Et enfin, du fond du tiroir de la table de chevet, elle sortit la tablette où elle gardait son blog et quelques documents importants, actes de mariage, carte d'identité, carte bancaire du compte joint qu'elle tenait avec Édouard. Elle s'habilla rapidement d'un simple pantalon de tailleur et d'un chemisier en soie pastel, des vêtements qui n'attireraient pas l'attention, qui la feraient ressembler à une femme ordinaire un jour ordinaire. Elle se coiffa, attacha ses cheveux en un chignon bas, appliqua un maquillage discret et enfila des ballerines confortables. Avant de quitter la chambre, elle jeta un dernier regard à Édouard, toujours endormi. Elle ressentit une pointe de ce qui aurait pu être de la tristesse, non pas pour la perte de l'homme, mais pour la décennie de vie qu'elle avait gaspillée à essayer d'être aimée par lui. Mais il n'y avait pas de temps pour les lamentations maintenant. L'avenir l'appelait, et pour la première fois depuis longtemps, elle allait y répondre. Elle descendit les escaliers en silence. Dans la cuisine, elle trouva Madame Cécile, la femme de chambre qui travaillait pour eux depuis des années, déjà en train de préparer le petit déjeuner. « Bonjour, Madame Cécile », salua Marianne, essayant de paraître normale malgré la petite valise qu'elle portait. « Bonjour, Madame Marianne », répondit la dame, la regardant avec curiosité. « Madame va voyager ?»« Oui », confirma Marianne, optant pour la vérité partielle. « Je vais passer quelques jours dehors. » Et Monsieur Édouard, voulez-vous que je lui prépare quelque chose de spécial pendant votre absence? La question frappa Marianne, comme un coup de poing dans l'estomac. Cela lui rappela combien de fois elle était sortie pour remplir des obligations sociales, et sa principale préoccupation avait été de s'assurer que tout soit parfait pour le retour d'Édouard à la maison, comme si son existence se résumait à être la gardienne de son confort. « Ce ne sera pas nécessaire, Madame Cécile. Je suis sûr qu'il se débrouillera très bien. » La femme de chambre acquiesça, mais Marianne perçut la confusion sur son visage. En 10 ans, elle n'était jamais partie de la maison sans laisser d'instructions détaillées sur les préférences d'Édouard. « Madame accepte-t-elle un café avant de partir ?»« Oui, s'il vous plaît », accepta Marianne, s'asseyant à la table de la cuisine. Un autre comportement inhabituel, car elle prenait toujours son café dans la salle à manger, assise à l'extrémité opposée à Édouard, avec toute la formalité qu'il exigeait. Madame Cécile servit le café dans une tasse simple, pas dans celles en porcelaine française qu'Édouard avait importées spécialement pour la maison. Marianne tint la tasse à 2 mains, sentant la chaleur réconfortante entre ses doigts. Le café avait un goût différent pris là, dans la cuisine, observant le mouvement de Madame Cécile, préparant le petit déjeuner élaboré qu'Édouard attendait chaque matin. Madame Cécile, appela Marianne après quelques minutes de silence. « C'est cela que tu s'arrêtes, vous êtes heureuse. » La question prit la femme de chambre par surprise. Elle arrêta de couper les fruits et regarda Marianne avec une expression confuse. « Comment ça, Madame Marianne ?»« Heureuse, » répéta Marianne. « Vous réveillez-vous le matin en sentant que votre vie en vaut la peine, que vous êtes au bon endroit, faisant ce que vous devez faire ?» Madame Cécile posa le couteau sur la planche et s'essuya les mains sur son tablier, gagnant du temps pour réfléchir à cette question inattendue. « J'ai mes combats, Madame Marianne, » répondit-elle finalement. « La vie n'est pas facile, pour qui est né pauvre et avec peu d'études. Mais j'ai mes enfants, mes petits-enfants, j'ai le respect de ma communauté. Et quand je rentre à la maison, fatigué du travail, mon Benoît est là, avec son sourire édenté, un petit café chaud et des histoires à me raconter. Alors oui, je crois que je suis heureuse à ma manière. » Marianne acquiesça, absorbant ces mots simples et profonds. Madame Cécile, avec son salaire modeste et sa vie sans luxe, possédait quelque chose qu'elle, avec toute sa richesse matérielle, n'avait jamais eu. Un vrai foyer, un endroit où elle était vue, entendue et aimée. « Vous et Benoît êtes ensemble depuis combien de temps ?»« Oh, 42 ans en décembre prochain, » répondit Madame Cécile avec un sourire fier. « Ça n'a pas toujours été facile. Nous avons eu de belles disputes, nous avons traversé des difficultés, mais nous n'avons jamais dormi dos à dos. Benoît dit toujours qu'on peut se disputer toute la journée, mais à l'heure de dormir, il faut se dire bonne nuit avec un baiser, même si ce n'est qu'un petit baiser. » Un nœud se forma dans la gorge de Marianne.
Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'Édouard lui avait souhaité bonne nuit avec un baiser. « Vous êtes une femme chanceuse, Madame Cécile, » dit-elle, se levant et portant sa tasse à l'évier. « Merci pour le café. »« Vous allez rester longtemps absente, Madame Marianne ?» demanda la femme de chambre, reprenant la préparation du petit déjeuner d'Édouard. « Je ne sais pas exactement, » répondit Marianne avec honnêteté. « Mais je crois que oui. » Avant de partir, Marianne ouvrit son sac et en retira une enveloppe qu'elle avait préparée la veille au soir, pendant qu'Édouard travaillait dans son bureau. « Madame Cécile, pourriez-vous remettre ceci à Monsieur Édouard quand il descendra ?» La femme de chambre prit l'enveloppe, la regardant avec appréhension. « Bien sûr, Madame Marianne. Êtes-vous sûre que tout va bien? Vous semblez différente aujourd'hui. » Marianne sourit, un sourire sincère qui illumina ses yeux d'une manière que Madame Cécile n'avait jamais vue auparavant. « Oui, Madame Cécile, pour la première fois depuis longtemps, je crois que je vais vraiment bien. » Sur ces mots, Marianne sortit par la porte de derrière, évitant le chauffeur qui attendait déjà à l'entrée principale pour la conduire à un rendez-vous mondain sans importance. Elle marcha rapidement dans le jardin latéral, sentant la rosée du matin mouiller ses ballerines. Lorsqu'elle atteignit le portillon secondaire, utilisé uniquement par les employés et les livreurs, elle respira profondément et sortit dans la rue, se mêlant aux passants ordinaires qui commençaient leur journée de travail. Pour la première fois en 10 ans, Marianne était seule dans la ville, sans chauffeur, sans agenda, sans le poids des attentes d'Édouard sur ses épaules. La sensation était effrayante et en même temps enivrante. Alors qu'elle marchait sans but précis, elle pensa au contenu de la lettre qu'elle avait laissée à Édouard. Ce n'étaient pas des excuses, ni une explication élaborée, ni une accusation amère. C'était juste la simple vérité. Elle acceptait le divorce et demandait seulement un processus rapide et discret, sans que les avocats ne transforment la fin en bataille. Elle renonçait à presque tout. L'hôtel particulier, les voitures, les propriétés de vacances, même à la généreuse pension qu'il avait offerte. Elle ne demandait que la liberté de suivre son chemin et une petite compensation financière pour recommencer. Une somme qui, pour Édouard, serait insignifiante. Lorsque le soleil était déjà haut dans le ciel, Marianne se retrouva devant un petit café dans le quartier du Marais, un quartier de Paris qu'Édouard considérait trop bohème pour les gens de son cercle social. L'endroit avait des tables en bois usées, des chaises dépareillées et des plantes suspendues au plafond. Rien n'était assorti, rien n'était parfaitement symétrique. Rien ne suivait l'esthétique minimaliste et impersonnelle qui dominait l'hôtel particulier des Merciers. Elle s'assit près de la fenêtre et commanda un café au lait et une tartine grillée, un petit déjeuner simple qui lui rappelait son enfance avant de connaître Édouard et d'être introduite au monde des toasts français et des œufs bénédictines. En attendant sa commande, elle sortit la tablette de son sac et appela sa sœur, Louise. L'appel vidéo se connecta rapidement. « Marie !»« Quelle surprise !» s'exclama Louise, avec ce sourire facile qui la caractérisait toujours. « Tout va bien? Tu as l'air différente. »« Je suis différente, » confirma Marianne, réalisant que c'était la deuxième fois ce matin que quelqu'un remarquait le changement dans son apparence. « Louise, j'ai besoin d'un énorme service. »« Bien sûr, qu'est-ce qui se passe ?» Le sourire de sa sœur laissa place à une expression inquiète. « Je vais divorcer d'Édouard, » dit Marianne, les mots sortant avec une facilité qui la surprit. En fait, il a demandé le divorce hier soir. Louise écarquilla les yeux, mais ne parut pas aussi choquée que Marianne l'attendait. « Oh, Marie, je suis désolée. Enfin, je ne le suis pas si c'est le mieux pour toi, mais... Tu vas bien ?»« Je vais bien, » répondit Marianne. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était la pure vérité. « Je vais mieux que je ne l'ai été depuis des années, en fait. Mais j'ai besoin d'un endroit où rester pendant quelques semaines, le temps de m'organiser. »« Viens ici, nous avons la chambre d'amis. Les filles adoreront avoir leur tante à la maison pendant un certain temps. » Louise vivait à La Rochelle, une ville côtière à environ 1 heure de Paris, avec son mari et leurs 2 jeunes filles. Leur maison était modeste, bruyante et toujours pleine de vie, le contraire complet de l'hôtel particulier silencieux de Marianne. « Tu es sûre que je ne vais pas déranger? »« Ne sois pas ridicule !» Louise leva les yeux au ciel, un geste si caractéristique qui fit sourire Marianne. « Quand arrives-tu, m'avais-tu? Veux-tu que Paul vienne te chercher à Paris? » « Pas besoin, je vais prendre un bus. Je devrais arriver en fin d'après-midi. »« Un bus?
Louise semblait réellement choquée. « Toi qui n'as pas pris les transports en commun depuis une décennie. Je commence une nouvelle vie, Lou, » expliqua Marianne, ressentant une étrange légèreté en prononçant ces mots. « Une vie où je n'ai pas besoin de chauffeur ou de voiture de luxe pour me mener là où je veux aller. » « Waouh !» fut tout ce que Louise put dire. « Alors je suppose que je dois m'attendre à une personne totalement différente cet après-midi. Même moi, je ne sais pas encore qui je suis, pour être honnête. » Confessa Marianne. « Mais j'ai hâte de le découvrir. » Après avoir raccroché, Marianne savoura son café et sa tartine grillée, mangeant lentement, consciente de chaque texture et saveur. Pendant tant d'années, elle s'était nourrie mécaniquement, toujours préoccupée par les calories, par l'image qu'Édouard attendait qu'elle maintienne. Maintenant, elle pouvait simplement manger, ressentir du plaisir dans quelque chose d'aussi basique qu'un morceau de pain chaud avec du beurre. En mangeant, elle ouvrit son blog et commença à écrire un nouveau billet. Aujourd'hui, Sophia est morte. Ou peut-être est-elle née pour de bon. Enfin, après une décennie d'hibernation dans une chrysalide dorée. Je suis parti de chez moi avec une petite valise et le cœur léger. J'ai laissé derrière moi des murs de verre, des silences pesants et des attentes qui n'ont jamais été les miennes. Je ne sais pas ce que je trouverai devant moi, mais je sais que chaque pas sera le mien. Chaque choix sera le mien. Chaque respiration sera la mienne. Vous, chère lectrice, qui avez si longtemps partagé vos douleurs avec moi, qui vous êtes reconnue dans mes mots quand j'ai parlé de solitude au sein du mariage, d'invisibilité, d'étouffement silencieux. À vous. Je laisse ce message. La porte de la cage est parfois ouverte. Et c'est nous qui choisissons d'y rester. Par peur, par habitude, par commodité. Mais il y a un monde dehors qui nous attend. Un monde où nous pouvons voler de nos propres ailes, même blessés. Je ne dis pas que toutes doivent quitter leur mariage. Certains peuvent être réparés. Certains valent l'effort. Mais la question que nous devons nous poser, chaque matin au réveil, est « Cette vie m'appartient-elle? Ou est-ce que je ne fais que la prêter à quelqu'un ?» Aujourd'hui, je commence un voyage incertain. Je n'ai pas de maison à moi, pas d'emploi, pas de certitude. Mais j'ai quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps, moi-même. Et cela, je le découvre maintenant, est suffisant pour recommencer. Je ne sais pas quand j'écrirai à nouveau ici. Peut-être Sophia a-t-elle besoin de se reposer un peu pendant que Marianne, oui, c'est mon vrai nom, apprend à exister à nouveau dans le monde réel. À bientôt, mes amis. Puissiez-vous trouver, chacune à votre manière, le courage d'être fidèles à vous-même. Elle publia le texte et ferma la tablette, se sentant étrangement exposée d'avoir utilisé son vrai nom, même si ce n'était que pour ses lectrices anonymes. C'était un petit acte de rébellion, d'authenticité, qui symbolisait le début de sa transformation. Elle passa le reste de la matinée à errer dans la ville, redécouvrant Paris. Elle marcha dans le jardin du Luxembourg, s'assit sur l'herbe, observant les gens ordinaires vivre leurs vies ordinaires. Elle visita les Champs-Élysées, se mêla à la foule de travailleurs, de touristes et d'étudiants. Elle entra dans une librairie et se perdit parmi les étagères, sans se soucier des horaires ou des rendez-vous. En début d'après-midi, elle se dirigea vers la gare routière. Elle acheta un billet pour La Rochelle et attendit l'embarquement assise sur un banc en plastique, entourée de familles bruyantes, de travailleurs fatigués, d'adolescents avec d'énormes sacs à dos. L'odeur de friture et de café bon marché emplissait l'air. Rien là ne rappelait le monde aseptisé et contrôlé qu'elle avait laissé derrière elle. Pendant le voyage en bus, Marianne garda le visage collé à la fenêtre, observant le paysage changer progressivement de la jungle de pierre au vert de la campagne normande et finalement au bleu de l'océan qui annonçait l'arrivée à La Rochelle. Le mouvement du bus, le bruit des conversations des autres passagers, même l'inconfort du siège inclinable qui ne s'inclinait pas correctement, tout cela semblait extrêmement réel, tangible, vivant. Louise attendait au terminal routier, avec ses deux filles, Léa, 7 ans, et Laura, 5 ans, sautillant joyeusement à ses côtés. Lorsqu'elles aperçurent Marianne descendant du bus, les filles coururent vers elle, l'étreignant par les jambes. « Tante Marie, tu vas dormir chez nous? Maman a dit oui. Tu vas jouer avec nous? Tu as apporté des cadeaux? Tu vas rester longtemps. Maman a dit que tu étais triste, mais tu n'as pas l'air triste. » Les questions venaient en rafale, sans pause pour respirer, tandis que Louise s'approchait avec un sourire apologétique. « Les filles, laissez votre tante respirer. Elle vient d'arriver. » Marianne s'accroupit pour se mettre à la hauteur de ses nièces et les serra fort dans ses bras. « Oui, je vais dormir chez vous. Oui, je vais beaucoup jouer.
Non, je n'ai pas apporté de cadeau cette fois-ci, mais je promets de me rattraper. Et non, je ne suis pas triste. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Louise serra sa sœur dans ses bras ensuite, une étreinte serrée et prolongée, de celles qui en disent plus que les mots. En se séparant, Marianne remarqua des larmes dans les yeux de sa sœur. « Qu'est-ce qu'il y a, Lou ?»« Rien, » répondit Louise, essuyant rapidement ses yeux. « C'est juste que ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vue comme ça, Marie. Comme ça, tais-toi. » En chemin vers la maison de Louise, les filles ne s'arrêtèrent pas de parler une seconde, racontant des histoires de l'école, de leurs amis, de leurs dessins animés préférés, tandis que Marianne écoutait avec une attention qu'elle ne parvenait jamais à accorder aux conversations artificielles qu'elle tenait lors des événements mondains d'Édouard. La maison était exactement comme Marianne s'en souvenait des rares visites qu'elle avait faites ces dernières années. Petite, chaleureuse, et avec ce désordre organisé typique d'un foyer où les enfants sont une priorité. Les jouets partageaient l'espace avec les livres sur les étagères, des dessins colorés ornaient le réfrigérateur et des photographies de famille, beaucoup incluant Marianne, de temps plus heureux décorèrent les murs. Paul, le mari de Louise, rentra du travail peu après, apportant un gâteau pour célébrer la visite de sa belle-sœur. C'était un homme simple, professeur d'histoire dans une école publique locale, avec ce genre d'intelligence tranquille qui n'a pas besoin de s'exhiber. Sa relation avec Louise avait toujours intrigué Marianne. Comment pouvaient-ils être si différents l'un de l'autre et pourtant fonctionner si bien ensemble? Pendant le dîner, assis autour de la table de la cuisine, tous ensemble sans formalité, Marianne observa la dynamique familiale avec fascination. Louise et Paul terminaient les phrases l'un de l'autre, étaient ouvertement en désaccord sur des sujets triviaux, comme quel film regarder le week-end, riaient de blagues internes et partageaient des regards complices lorsque les filles disaient quelque chose de particulièrement drôle. C'était un ballet d'intimité véritable, si différent de la chorégraphie mécanique qu'elle et Édouard exécutaient en public. « Alors, Marie, » dit Paul, tout en aidant à servir le dessert, chose impensable dans la maison des Mercier où les employés servaient toujours les repas. Louise m'a parlé de « tu sais ». As-tu un plan pour les prochaines étapes? La question n'était ni intrusive ni chargée de jugement. C'était juste la préoccupation sincère de quelqu'un qui se souciait. Je suis encore en train de digérer tout cela, admet Marianne, mais je sais que je ne veux pas rester inactive trop longtemps. Je pense reprendre mon travail de design éditorial. Ah, sérieusement? Louise sembla surprise et excitée. Oh, tu étais si talentueuse dans ce domaine. J'étais... Acquiesça Marianne avec un sourire timide. Je ne sais pas si je le suis encore, après tant de temps d'arrêt. Mais je veux le découvrir. Je parie que c'est comme faire du vélo, opina Paul. De plus, tu peux toujours mettre tes connaissances à jour. Il y a d'excellents cours disponibles en ligne de nos jours. En fait, j'ai suivi des cours de peinture en cachette ces derniers mois. Confessa Marianne. C'était ma petite rébellion contre la vie parfaite qu'Édouard attendait de moi. Peinture? Léa, la nièce aînée, entra dans la conversation avec enthousiasme. « Tu peins des tableaux, tante Marie ?»« Moi aussi. La maîtresse a dit que j'avais du talent. »« J'en suis sûre, » sourit Marianne. « Qui sait, tu pourrais m'apprendre quelques techniques pendant que je suis ici. » La petite gonfla de fierté à cette suggestion, promettant de montrer tous ses dessins après le dîner. La soirée s'écoula entre conversations faciles et rires sincères. Lorsque les enfants furent enfin couchés, après de nombreuses négociations et promesses d'histoire pour le lendemain, les adultes s'assirent sur la petite véranda arrière, partageant une bouteille de vin bon marché qui, pour Marianne, avait un goût infiniment meilleur que les étiquettes très chères qu'Édouard collectionnait. « Comment penses-tu qu'il a réagi à ton départ ?» demanda Louise après un moment de silence confortable. « Honnêtement, je pense qu'il a été plus irrité par l'inconvénient que triste par mon absence, » répondit Marianne. Édouard déteste quand les choses échappent à son contrôle. Et j'ai enfin fait quelque chose de complètement en dehors du script. Il a essayé de t'appeler? Je ne sais même pas. J'ai laissé mon téléphone portable à l'hôtel particulier exprès. Ce numéro, cet appareil, tout appartenait plus à Édouard qu'à moi. C'était juste une autre façon de me contrôler, de savoir où j'étais, à qui je parlais. Louise acquiesça, comprenant. Paul, assis à ses côtés, gardait sa main sur la sienne dans un geste inconscient de connexion qui serra le cœur de Marianne. Non pas par envie, mais par espoir. Peut-être qu'un jour elle aussi trouverait ce type de camaraderie authentique.
Et que penses-tu qu'il fera maintenant » demanda Paul. « Il fera probablement appel à ses avocats, même si j'ai demandé un processus amical. Édouard ne croit pas aux solutions simples. Tout doit passer par des contrats, des clauses, des garanties. Hein, tu es prête pour cela » Marianne respira profondément, regardant le ciel étoilé au-dessus d'eux. Quelque chose d'impossible à voir dans le Paris pollué. « Je suis prête à tout », dit-elle finalement. « Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas peur de l'avenir. Car quoi qu'il arrive, ce sera mon avenir, mon choix. » Cette nuit-là, allongée dans le lit simple de la chambre d'amis, Marianne écouta les sons de la maison s'endormant. Le rire étouffé de Louise et Paul dans leur chambre, le bruit du vent dans les rideaux, le grincement occasionnel du parquet en bois, des sons d'un vrai foyer, des sons de la vraie vie. Avant de s'endormir, elle vérifia rapidement son blog. Le dernier article avait reçu des centaines de commentaires en quelques heures. Messages de soutien, histoires similaires, questions anxieuses sur son bien-être. Toute une communauté de femmes qui, comme elle, cherchèrent le courage de briser leur propre silence. Parmi les nombreux commentaires, un en particulier attira son attention. « Chère Sophia ou Marianne, comme je sais maintenant que vous vous appelez, vos mots m'ont atteinte au moment exact où je prenais moi aussi la décision la plus difficile et la plus libératrice de ma vie. Nous ne nous connaissons pas. Peut-être ne nous connaîtrons-nous jamais personnellement, mais sachez que votre courage m'a donné du courage. Votre envol m'a inspiré à ouvrir mes propres ailes. Vous ne saurez jamais combien de femmes vous avez touchées avec vos mots, combien de vies vous avez changé simplement en étant honnête sur votre douleur et votre espoir. Où que votre chemin vous mène maintenant, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous volons toutes à vos côtés, même si dans des cieux différents. Avec une gratitude éternelle, Hélène. » Marianne sourit dans l'obscurité de la chambre, ressentant une nouvelle forme de connexion qu'elle n'avait jamais expérimentée dans son mariage d'apparence. Dans le monde virtuel, à travers des mots honnêtes sur sa douleur, elle avait créé des liens plus vrais que tous ceux qu'elle avait entretenus dans la vie réelle pendant une décennie. C'était ironique et en même temps profondément réconfortant. Avec cette pensée, elle s'endormit sans avoir besoin de somnifères pour la première fois depuis des années. Et elle n'eut pas de cauchemar, seulement des rêves vifs avec des horizons ouverts et des possibilités infinies. Les premières semaines chez Louise s'écoulèrent dans un tourbillon d'émotions, de découvertes et de petites révolutions personnelles. Marianne, habituée à la rigidité des horaires et des engagements de sa vie aux côtés d'Édouard, se retrouvait désormais dans un univers de spontanéité qui l'avait d'abord effrayée, mais qu'elle embrassait peu à peu avec un plaisir presque enfantin. Se réveiller au bruit des nièces courant dans le couloir, prendre son petit déjeuner encore en pyjama, aider à préparer le déjeuner tout en discutant avec sa sœur de tout et de rien, c'étaient des expériences simples qui avaient été extirpées de sa vie pendant son mariage. La routine chez Louise n'avait rien de la prévisibilité méticuleuse de l'hôtel particulier d'Édouard. Ici, les plans changeaient constamment. L'imprévu était accueilli par des rires, et le désordre faisait partie naturelle de la vie. La première nuit où Léa renversa du jus sur sa blouse pendant le dîner, Marianne eut un moment de panique interne, s'attendant à la réprimande sévère qu'Édouard aurait certainement manifestée. Au lieu de cela, elle vit Paul simplement nettoyer la table pendant que Louise aidait sa fille à se changer, sans drame, sans sermon, sans ce silence pesant de désapprobation. La vie continua, le dîner se poursuivit, et personne ne passa la nuit tourmenté par un simple accident. Il fallut du temps à Marianne pour désapprendre les comportements qu'elle avait adoptés pour survivre aux côtés d'Édouard. Elle dut réapprendre à rire sans modérer le volume, à manger sans compter les calories, à exprimer des opinions sans peser chaque mot. Plus difficile encore fut de réapprendre à recevoir de l'affection sans méfiance. « Tu te recroquevilles quand quelqu'un te touche », observa Louise un après-midi, tandis qu'elle faisait la vaisselle du déjeuner. « Tu as remarqué ?» Marianne arrêta d'essuyer l'assiette qu'elle tenait, surprise par l'observation. « Je fais ça ?»« Oui, comme si tu t'attendais à quelque chose de mauvais après le contact, » confirma Louise gentiment. « Les filles l'ont remarqué aussi. Léa m'a demandé hier pourquoi tante Marie est toujours effrayée quand elle court pour la serrer dans ses bras. » Marianne sentit un nœud dans la gorge. Ce n'était pas seulement son corps qui avait été domestiqué pendant ces années, mais sa propre capacité à se connecter physiquement avec d'autres personnes. Édouard n'était pas du genre à faire des démonstrations physiques d'affection, expliqua-t-elle, choisissant ses mots avec soin. Pas même une étreinte occasionnelle. Ce n'était pas son style.
Louise secoua la tête, une expression triste traversant son visage. « Il ne te touchait pas? Pas même... Tu sais, au début, si. » Marianne haussa les épaules, surprise par sa propre capacité à en parler sans ressentir de honte. Mais ces 3 dernières années, peut-être plus, notre mariage était complètement platonique. Nous dormions dans la même chambre par convention, pas par désir. « Et tu n'as jamais rien dit? Tu n'as jamais essayé de changer ça? » J'ai essayé au début, admet Marianne. Mais quand tu entends non pas 1 ni 2, mais des dizaines de fois que tu es trop émotive, trop dépendante, gênante, tu arrêtes simplement d'essayer. Louise sécha ses mains sur le torchon et serra fort sa sœur dans ses bras. Cette fois-ci, Marianne s'efforça consciemment de ne pas se recroqueviller, d'accepter ce geste d'amour sans peur. « Tu mérites bien plus que ça, Marie, » murmura Louise. « Tu l'as toujours mérité. » Cette simple conversation dans la cuisine fut un tournant pour Marianne. La première fois qu'elle verbalisait face à face avec quelqu'un la vraie nature de son mariage. Non pas à travers la persona anonyme de Sophia sur le blog, mais comme elle-même, avec sa vraie voix. À partir de ce jour, elle s'efforça consciemment de reconquérir non seulement sa place dans le monde, mais son droit au toucher, à l'affection, à la connexion physique avec d'autres êtres humains. Les enfants furent ses plus grandes enseignantes à cet égard. Léa et Laura, avec leur capacité enfantine à donner et recevoir de l'amour sans réserve, inondaient leur tante d'étreintes surprises, de baisers spontanés, et de cette merveilleuse manie d'enfant de s'asseoir sur les genoux sans demander permission. Chaque jour, Marianne sentait son corps se détendre un peu plus. Ses défenses s'abaissaient progressivement. Tandis qu'elle reconstruisait sa capacité de connexion émotionnelle et physique, Marianne cherchait aussi à reconstruire son identité professionnelle. Le bureau improvisé que Paul et Louise lui avaient aménagé dans un coin du salon devint son petit quartier général. Avec la tablette, son seul outil de travail pour le moment, elle commença à rechercher des cours de mise à jour en design éditorial, les tendances du marché, des outils qui n'existaient pas 10 ans auparavant lorsqu'elle avait abandonné sa carrière. Le blog Murmure de Verre restait actif, avec des publications moins fréquentes mais plus profondes. Après l'article où elle avait révélé son vrai nom, le nombre d'abonnés avait doublé. Des femmes de tout le pays, et même quelques-unes de l'étranger, cherchaient Marianne pour partager des histoires, demander des conseils, simplement la remercier de donner une voix à des sentiments que beaucoup ne parvenaient pas à exprimer. C'est par le blog que surgit sa première opportunité professionnelle. Une maison d'édition indépendante, spécialisée dans la littérature féminine, lui envoya un message proposant un partenariat. Marianne compilerait les textes les plus marquants du blog, y ajouterait du matériel inédit et transformerait le tout en un livre de chroniques sur les relations abusives silencieuses, celles qui ne laissent pas de marque visible, mais détruisent l'âme de l'intérieur. « Un livre ?» s'exclama Louise lorsque Marianne lui raconta la proposition. « Marie, c'est incroyable! Tu vas accepter, n'est-ce pas ?»« Je ne sais pas. » confessa Marianne, mordant sa lèvre inférieure. « J'ai peur. Une chose est d'écrire anonymement sur un blog, une autre complètement différente est de publier un livre avec mon vrai nom. Tu as peur de la réaction d'Édouard ?» déduisit Paul qui suivait la conversation. Ce n'était pas une question mais une constatation, et la précision de l'observation fit frissonner Marianne. « Oui, » admit-elle. « Exposer notre histoire, même sans utiliser de nom, même sans accusation directe, il saura que c'est de nous qu'il s'agit. Et Édouard déteste être exposé. »« Et alors ?» questionna Louise, avec une franchise que seule une sœur pouvait avoir. « Vous êtes en train de divorcer. Il a littéralement dit qu'il voulait une autre femme parce que tu ne servais plus à ses desseins. Quel droit a-t-il de contrôler ta voix maintenant ?» La question frappa Marianne comme un éclair de clarté. Quel droit Édouard avait-il en effet? Il avait choisi de mettre fin à la relation. Il avait décidé unilatéralement qu'elle n'était plus ce dont il avait besoin. Pourquoi devrait-elle continuer à laisser sa peur dicter ses choix? « Je vais faire le livre », décida-t-elle, sentant une vague d'adrénaline parcourir son corps. « Je vais raconter mon histoire. » Notre histoire, Singh. Notre histoire, non par vengeance, mais parce que cela peut aider d'autres femmes. La décision d'écrire le livre donna un nouveau but à la vie de Marianne. Le matin, pendant que les enfants étaient à l'école, elle se consacrait à la révision d'anciens articles de blog, à les organiser thématiquement.
et à écrire de nouveaux textes qui reliaient les différentes phases de son parcours. L'après-midi, elle suivait un cours en ligne d'édition et de design graphique, mettant à jour des compétences qui étaient en sommeil depuis une décennie. Le soir, après que ses nièces soient couchées, elle s'asseyait sur la petite véranda de la maison, avec un verre de vin bon marché, regardant les étoiles et se permettant de rêver à des possibilités qu'elle n'avait jamais considérées comme possibles pendant son mariage. C'est au cours d'une de ces nuits sur la véranda, près d'un mois après sa fuite de l'hôtel particulier, que son téléphone portable, un nouveau numéro, sur un appareil bon marché acheté avec ses économies, sonna avec un appel d'un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle hésitante. « Marianne Mercier ?» Une voix masculine, formelle, résonna à l'autre bout du fil. « Oui, qui est à l'appareil ?»« C'est ici Ricardo Pérez, du cabinet d'avocats Pérez & Associés. Je représente Monsieur Édouard Mercier dans la procédure de divorce. » Le cœur de Marianne s'accéléra, mais non pas avec la panique qu'elle aurait ressentie un mois auparavant. C'était plus un état d'alerte, de préparation. « Oui, Monsieur Pérez, comment puis-je vous aider ?»« Monsieur Mercier a reçu votre lettre et souhaite discuter personnellement des termes proposés. Il sollicite une rencontre à mon cabinet lundi prochain à 10 heures. Seriez-vous disponible, mademoiselle ?» Marianne respira profondément. Elle savait que ce moment viendrait, mais espérait avoir plus de temps pour se renforcer émotionnellement avant d'affronter Édouard à nouveau. « Je serai là, » répondit-elle, se surprenant par la fermeté de sa propre voix. « Pourriez-vous m'envoyer l'adresse par message ?»« Certainement. Je dois vous informer qu'il serait conseillé d'être accompagné de votre représentant légal. Je n'ai pas d'avocat, Monsieur Pérez. Comme je l'ai expliqué dans ma lettre, je souhaite un processus amical, sans bataille légale. » Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne, comme si l'avocat était sincèrement confus par la réponse. « Je comprends. Cependant, compte tenu du patrimoine en jeu et de la complexité de la situation, il serait prudent de reconsidérer. Je vous remercie de votre conseil, mais je maintiens ma décision. Je serai seul. » Après avoir raccroché, Marianne resta immobile quelques minutes, observant le ciel nocturne. L'idée de rencontrer Édouard après un mois de séparation aurait dû la terrifier, mais elle ressentait plutôt un étrange calme, comme si elle était sur le point de clore un chapitre nécessaire avant de vraiment aller de l'avant. Les jours qui précédèrent la rencontre furent consacrés à une préparation mentale. Louise insista pour que sa sœur soit accompagnée, si ce n'est par un avocat, du moins par elle-même pour un soutien moral. Mais Marianne fut inflexible, elle devait le faire seule. « C'est la dernière fois que je laisserai Édouard me voir comme une victime, » expliqua-t-elle. « Je dois lui montrer, et me montrer à moi-même, que je ne suis plus la femme qui a quitté l'hôtel particulier il y a un mois. » Et elle ne l'était vraiment plus. En se regardant dans le miroir le matin de la réunion, Marianne reconnaissait à peine la femme qui la fixait en retour. Ce n'étaient pas seulement les changements physiques, les cheveux plus courts qu'elle avait coupés la semaine précédente, l'absence de maquillage lourd, les vêtements simples mais confortables qu'elle préférait désormais. C'était quelque chose dans ses yeux, dans sa posture. Une dignité nouvellement découverte qu'aucun styliste ou salon de beauté n'aurait pu produire. Elle choisit une robe simple d'un ton bleu marine, non pas pour plaire au goût conservateur d'Édouard, mais parce que la couleur lui donnait confiance. Elle enfila des ballerines confortables, au lieu des talons hauts qu'elle portait comme uniforme obligatoire pendant son mariage. Elle attacha ses cheveux en un chignon bas, appliqua juste un rouge à lèvres discret et était prête. « Tu es sûr que tu ne veux pas que Paul te conduise à Paris ?» demanda Louise pour la 3e fois, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Absolument, » confirma Marianne, embrassant sa sœur. « Le bus est parfait. Il me donne le temps d'organiser mes pensées. Appelle-moi dès que tu as fini, ne serait-ce que pour dire que tout va bien. » Marianne sourit, émue par la préoccupation sincère. Promis. Le voyage de La Rochelle à Paris se déroula dans un état d'étrange tranquillité. Marianne observait le paysage par la fenêtre du bus, pensant à la façon dont sa vie avait changé en seulement un mois. Non seulement les circonstances extérieures, mais surtout son monde intérieur. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle se sentait vraiment vivante, éveillée, présente à chaque instant. Le cabinet d'avocats se trouvait dans un immeuble imposant au cœur financier de Paris. Le genre d'endroit où, un mois auparavant, Marianne serait entrée tête baissée, soucieuse de ne commettre aucun faux pas qui aurait pu gêner Édouard. Aujourd'hui, elle entra d'un pas ferme, regardant directement dans les yeux de la réceptionniste en se présentant. «
Mademoiselle Mercier, on vous attend dans la salle de réunion. Veuillez me suivre. » Qu'elle suivit la jeune secrétaire dans un couloir aux murs de marbre et aux portes en bois sombre jusqu'à une grande pièce, dominée par une table de réunion ovale. Édouard était déjà là, assis à côté d'un homme chauve d'âge moyen qu'elle présuma être Ricardo Pérez. Quand elle entra, Édouard leva les yeux de quelques documents qu'il analysait. Pendant une fraction de seconde, Marianne vit de la surprise dans son regard. Il s'attendait clairement à l'ancienne Marianne, pas à cette nouvelle version qui entrait avec sérénité dans la pièce. La surprise laissa rapidement place à l'expression neutre et contrôlée qu'elle connaissait si bien. « Marianne, » dit-il, se levant par courtoisie mais sans s'approcher pour la saluer. « Merci d'être venue. »« Édouard, » répondit-elle d'un signe de tête. Elle se tourna vers l'avocat, lui tendant la main. « Monsieur Pérez, je présume. »« Merci pour le contact. » L'avocat parut momentanément déconcerté par sa posture directe, mais se reprit rapidement. « Mademoiselle Mercier, je vous en prie, asseyez-vous. Pouvons-nous vous offrir quelque chose? Café, eau? De l'eau, s'il vous plaît. » Pendant que l'avocat allait chercher l'eau, Marianne s'assit en face d'Édouard, soutenant son regard sans la nervosité qu'il attendait certainement. Elle observa de petits changements en lui, des cernes plus prononcées, une tension au coin de la bouche qui n'était pas là auparavant. Édouard avait toujours été doué pour cacher ses émotions, mais Marianne avait passé une décennie à apprendre à lire les moindres signes de son humeur. « Tu es différente. »« Comment a-t-il, finalement? »« Je le suis, » confirma Marianne sans développer. L'avocat revint avec l'eau et s'assit, ouvrant une chemise de documents. « Bien, passons aux choses sérieuses, » commença Pérez. « Nous avons reçu votre lettre, Madame Mercier, où vous proposez des termes de divorce assez inhabituels. »« Est-ce inhabituel ?» demanda Marianne avec un intérêt sincère. « Comment ça? » ?»« Vous renoncez à des droits significatifs. Compte tenu de la durée du mariage et du patrimoine construit pendant l'union, la loi vous assure bien plus que ce que vous demandez. J'en suis consciente, Monsieur Pérez. J'ai fait mes recherches. » Édouard se pencha légèrement en avant, fronçant les sourcils. « Alors pourquoi demandes-tu si peu, Marianne? Quel est le jeu ?» La question était si typiquement Édouard qu'elle faillit la faire sourire. Dans son monde, tout était stratégie, tout avait des arrière-pensées. L'idée que quelqu'un ne veuille simplement pas de son argent était incompréhensible. « Il n'y a pas de jeu, Édouard, » répondit-elle calmement. « Je ne veux pas de ton argent. Je n'en ai jamais voulu. Je veux juste recommencer ma vie dignement, sans dépendre de toi. »« C'est difficile à croire, » insista-t-il. « Aucune femme à ta place ne renoncerait à la moitié du patrimoine auquel elle a droit. Peut-être que je ne suis pas comme les autres femmes avec qui tu as l'habitude de traiter, » répondit Marianne, s'autorisant un petit sourire. « Ou peut-être que tu ne m'as jamais vraiment connue, malgré 10 ans de mariage. » La phrase frappa Édouard comme un coup physique. Pour la première fois, Marianne vit une lueur de ce qui aurait pu être de la culpabilité dans ses yeux. « Alors, que veux-tu exactement ?» demanda-t-il, retrouvant son calme. « Exactement ce qui est dans la lettre. Le petit héritage que j'ai reçu de mes parents et qui a été incorporé à nos comptes joints. Une modeste compensation financière pour me rétablir professionnellement. Et surtout un divorce rapide et discret. » L'avocat feuilletait les documents, visiblement mal à l'aise. « Comprenez-vous, madame, qu'en termes purement légaux, vous renoncez à environ 20 millions d'euros en biens et investissements. » Marianne but une gorgée d'eau, se donnant le temps d'absorber ce chiffre. C'était plus d'argent qu'elle ne pouvait réellement visualiser. Mais c'était aussi l'argent d'Édouard, pas le sien. Cela n'avait jamais été vraiment le sien. Je comprends parfaitement, monsieur Pérez. Et je maintiens ma décision. Édouard étudiait son visage comme s'il cherchait des signes d'un bluff. « Il y a une condition qui n'est pas dans la lettre, » dit Marianne après un moment. « Quelque chose que j'aimerais ajouter. » Édouard et l'avocat échangèrent des regards rapides, alarmés. « Et quelle serait-elle » demanda Pérez, prenant un stylo pour noter. « Je veux la liberté de raconter mon histoire. J'écris un livre basé sur le blog que je tiens depuis 1 an. » L'expression d'Édouard se durcit instantanément. « Quel blog? De quoi parles-tu » ? Murmure de verre. Un blog où, sous pseudonyme, j'ai écrit sur l'expérience de vivre dans un mariage émotionnellement vide, sur ce que c'est d'être invisible pour son propre mari, sur la douleur silencieuse de partager une maison, mais jamais une vie. Édouard pâlit visiblement, tandis que l'avocat semblait de plus en plus mal à l'aise. « C'est inacceptable, » lança Édouard. « Tu ne peux pas exposer notre vie privée. Je ne mentionnerai pas de nom,
clarifia Marianne, gardant sa voix calme. Je ne ferai pas d'accusation directe. Je raconterai seulement mon expérience, mes sentiments, mon parcours. Même ainsi, cela pourrait être interprété comme de la diffamation. Intervint l'avocat. Monsieur Mercier est une figure publique, facilement identifiable même sans mention directe. Je demande simplement la permission de raconter ma propre histoire, avec mes propres mots, insista Marianne. Ce n'est pas de la diffamation quand c'est la vérité. Édouard se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre de la pièce. Il lui tourna le dos pendant quelques secondes, les épaules tendues sous son costume impeccablement coupé. « Pourquoi cela, Marianne ?» demanda-t-il finalement sans se retourner. « Pourquoi maintenant ?» Est-ce une vengeance pour le divorce? Non, Édouard. Ce n'est pas une vengeance, c'est une libération. Pour moi et pour d'autres femmes qui vivent ce que j'ai vécu. Il se retourna enfin, et Marianne vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. L'incertitude. D'autres femmes. De quoi parles-tu? Mon blog a des milliers de lectrices, Édouard. Des femmes qui s'identifient au sentiment d'être invisibles dans leur propre mariage. Qui me remercie d'avoir enfin nommé cette douleur silencieuse qui les consume de l'intérieur. Édouard se rassit, visiblement perturbé. Et si je refuse cette permission? Si je conteste judiciairement? Alors nous aurons la bataille légale que j'essaie d'éviter, répondit Marianne avec une fermeté qui la surprit elle-même. Je contesterai. J'utiliserai les droits auxquels je renonce pour payer des avocats. Et dans le processus, ton image publique de philanthrope exemplaire subira inévitablement des égratignures. C'était presque une menace, et tous deux le savaient. Mais c'était aussi la pure vérité. L'avocat se racla la gorge, brisant le silence tendu qui s'était installé. Peut-être pouvons-nous trouver un juste milieu, un accord de confidentialité avec des clauses spécifiques sur ce qui peut ou non être publié. Non, dit Marianne avec fermeté. Pas de clause de silence. J'ai déjà vécu en silence pendant 10 ans. C'est ma condition non négociable, la liberté de raconter mon histoire à ma manière. Édouard respira profondément, l'étudiant avec une intensité qui l'aurait autrefois intimidé. Aujourd'hui, elle soutint son regard avec sérénité. « Tu as changé, dit-il finalement. Tu n'es plus la même personne. »« Ah non, je ne le suis pas, acquiesça Marianne, et je t'en remercie, chaque jour. » Quelque chose passa sur le visage d'Édouard. Peut-être du respect, peut-être du regret, peut-être juste de la résignation. Finalement, il acquiesça brièvement. « Très bien. Sans restrictions à ton livre, mais je veux que le processus soit terminé en 1 semaine, sans report. » C'est fait. L'avocat sembla soulagé par la résolution, prenant rapidement des notes et expliquant les prochaines étapes. Marianne écoutait attentivement, signant les documents nécessaires, répondant aux questions avec clarté et précision. En moins d'1 heure, tout était réglé. Le divorce serait finalisé en 5 jours ouvrables, sans audience, sans contestation, sans le drame qui accompagnait normalement la fin d'un mariage de la haute société. Lorsqu'elle se leva pour partir, Édouard l'accompagna jusqu'à la porte de la pièce. Pendant un moment, ils restèrent là, 2 étrangers qui avaient partagé une décennie de vie, sans savoir exactement comment clore ce chapitre. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Marianne, » dit Édouard finalement. Il n'y avait pas de sarcasme dans sa voix, juste une formalité distante. « Je l'ai déjà trouvé, Édouard, » répondit-elle avec un petit sourire. « Je me suis trouvé moi-même. » Elle quitta le cabinet sans regarder en arrière, sentant comme si un poids énorme avait été retiré de ses épaules. Dehors, devant l'immeuble, le soleil de Paris brillait intensément. Elle respira profondément, sentant l'air de la ville, pollué, bruyant, imparfait, réel. Au lieu de prendre un taxi pour la gare routière, elle décida de marcher un peu, se permettant d'absorber la réalisation de ce qui venait de se passer. Dans quelques jours, elle serait officiellement une femme divorcée. Non plus Marianne Mercier, épouse trophée de l'homme d'affaires Édouard Mercier, mais simplement Marianne Costa, son nom de jeune fille, sa véritable identité. En marchant, elle passa devant une petite librairie indépendante. Dans la vitrine, elle vit des livres de poésie, des romans d'auteurs inconnus, des recueils de chroniques. Son livre serait là un jour, pensa-t-elle, avec un mélange d'excitation et de crainte. Ses mots, son histoire, disponible pour toute personne qui se sentirait invisible comme elle s'était sentie pendant tant d'années. Elle entra dans la librairie, poussée par une impulsion soudaine.
L'odeur de papier et de café mélangés la reçut comme une étreinte. L'espace était petit, chaleureux, avec des étagères en bois sombre allant du sol au plafond. Au fond, quelques petites tables où des lecteurs savouraient des livres et des boissons chaudes. « Je peux vous aider ?» demanda l'homme derrière le comptoir, un monsieur d'environ 60 ans avec des lunettes de lecture accrochées à une chaîne autour de son cou. « Je regarde juste », répondit Marianne souriante. « C'est une belle librairie. »« Merci, » dit-il, lui rendant son sourire. « Sentez-vous à l'aise. Si vous voulez une recommandation, il suffit de demander. » Marianne parcourut les étagères du bout des doigts, sentant les dos des livres comme si elle pouvait absorber les histoires par le toucher. Tant de voix, tant d'expériences, tant de vie capturées sur des pages. Bientôt, la sienne aussi serait là. Dans une section plus discrète, elle trouva des livres sur les nouveaux départs, sur les divorces, sur les femmes reconstruisant leur vie après des relations difficiles. Elle en prit un, en feuilleta les pages, se reconnaissant dans chaque mot. Comment était-il possible que des histoires si différentes soient en même temps si similaires? L'universalité de la douleur, de la détresse et aussi de l'espoir de reconstruction. Celui-ci est très bon, commenta une voix à ses côtés, la faisant sursauter. C'était le libraire qui s'était approché silencieusement. L'auteur est venu ici le mois dernier pour une séance de dédicace. La maison était pleine, principalement des femmes avec des histoires similaires à raconter. Marianne regarda le livre dans ses mains avec un intérêt renouvelé. « Je le prends », décida-t-elle. Dans la file pour payer, son regard fut attiré par une affiche sur le mur derrière le comptoir. Elle annonçait un groupe de lecture qui se réunissait à la librairie tous les mercredis soirs pour discuter de livres écrits par des femmes. « Vous acceptez toujours de nouveaux membres pour le groupe de lecture ?» demanda-t-elle, désignant l'affiche. « Toujours », répondit le libraire avec animation. « C'est un groupe très spécial. Il a commencé avec 5 personnes il y a 3 ans. Maintenant, nous devons nous limiter à 20 par soir. Sinon, tout le monde ne rentre pas. Et c'est comment faire pour participer ? Il suffit de venir. Mercredi prochain à 7 heures. Nous commençons un nouveau livre. C'est donc le moment idéal pour rejoindre le groupe. » Marianne sentit une vague d'excitation. Un groupe de lecture. Quelque chose de si simple, de si commun, et qui n'avait jamais fait partie de sa vie contrôlée aux côtés d'Édouard. Le genre d'activité qu'il aurait considéré comme une perte de temps, ou intellectuellement limitée. « Je serai là », promit-elle, rangeant le livre fraîchement acheté dans son sac. En sortant de la librairie, elle vérifia son téléphone portable. Il y avait un message de Louise, inquiète, lui demandant comment s'était passée la réunion. Elle répondit rapidement, rassurant sa sœur et l'informant qu'elle serait de retour pour le dîner. En attendant le bus à la gare routière, elle réfléchit aux événements de la journée. Elle avait affronté Édouard sans s'effondrer émotionnellement. Elle avait garanti sa liberté, financière et créative. Elle avait découvert une charmante librairie et s'était engagée dans un groupe de lecture. De petites victoires qui, additionnées, représentaient un énorme bond en avant dans son voyage de découverte de soi. Le bus arriva et Marianne embarqua avec le sentiment d'être véritablement maîtresse de son destin pour la première fois de sa vie d'adulte. Le chemin du retour vers La Rochelle semblait différent maintenant. Ce n'était plus une fuite désespérée, mais un choix conscient de revenir à un endroit où elle se sentait accueillie et aimée. En observant le paysage par la fenêtre, elle pensa aux livres qu'elle écrivait, aux femmes qu'elle espérait atteindre avec ses mots, et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de rêver à des possibilités au-delà du divorce, au-delà de la survie immédiate. Peut-être, juste peut-être, y aurait-il de la place dans son futur pour un nouveau type d'amour, un amour basé sur l'égalité, le respect et une véritable connexion. Et si cet amour ne venait jamais, ce serait bien aussi. Car maintenant, Marianne savait que sa vie valait la peine d'être vécue pour elle-même, non pas comme un accessoire de l'existence d'une autre personne. Cette certitude, plus que toute autre chose, était la véritable liberté qu'elle avait tant cherchée. 6 mois pouvaient tout changer. Marianne observait la ville de La Rochelle depuis la fenêtre du petit appartement qu'elle avait loué 2 mois auparavant, une tasse de café à la main et le soleil du matin illuminant son visage. L'espace était modeste. Un salon-cuisine, une chambre confortable et une salle de bain, mais il était le sien, entièrement le sien. Chaque objet, chaque couleur, chaque texture avait été choisi par elle, pour elle. Après 3 mois passés chez sa sœur, Marianne avait senti qu'il était temps de franchir une nouvelle étape. Bien qu'elle aimât Louise et sa famille,
Elle avait besoin de découvrir ce que c'était de vivre seule, non pas comme l'épouse solitaire d'Édouard, mais comme une femme indépendante qui choisissait sa propre solitude. L'appartement se trouvait à quelques pâtés de maison de la plage, dans un vieil immeuble sans ascenseur, au 3e étage. La vue n'était pas spectaculaire comme celle de l'hôtel particulier à Paris, mais elle avait son propre charme. Des toits de vieilles maisons, un morceau de mer au loin, et le ciel vaste, infini, toujours en transformation. Sur les murs, au lieu des tableaux très chers et impersonnels qu'Édouard collectionnait, Marianne avait accroché ses propres peintures, imparfaites, vibrantes, honnêtes. La compensation financière du divorce, bien que modeste selon les standards d'Édouard, lui garantissait un confort suffisant pour reconstruire sa vie en toute tranquillité. Elle n'aurait pas besoin de travailler immédiatement pour survivre, ce qui lui avait donné le privilège de se concentrer sur l'écriture du livre et sur sa reconnexion avec le design éditorial. Elle posa la tasse sur la petite table de la cuisine et se dirigea vers le canapé, où sa tablette et son ordinateur portable étaient ouverts. Sur l'écran, l'email arrivé la veille au soir et qui la faisait encore sourire chaque fois qu'elle le relisait. « Chère Marianne, c'est avec un immense plaisir que nous confirmons le lancement de Murs de verre pour le mois prochain. Les préventes ont dépassé toutes nos attentes pour un premier livre. Votre histoire résonne auprès de milliers de femmes et la campagne sur les réseaux sociaux a atteint des chiffres que nous voyons rarement pour des auteurs inconnus. La séance de dédicace à la librairie Espace Culturel est confirmée pour le 15. L'événement est déjà sur liste d'attente et nous envisageons une 2e session le lendemain, si vous êtes d'accord. Quant à la proposition de transformer le livre en série pour le streaming, notre département des droits est en train d'analyser les 3 offres reçues et vous contactera dans les prochains jours avec plus de détails. Félicitations encore une fois pour avoir créé une œuvre si puissante et nécessaire. C'est un honneur pour notre maison d'édition de faire partie de ce voyage avec vous. Cordialement, Hélène Castro, rédactrice en chef, édition Nouvelle Page. Marianne n'arrivait toujours pas à y croire complètement. Son livre, qui avait commencé comme des confidences anonymes sur un blog, prenait maintenant sa propre vie. Les histoires de femmes invisibles dans des mariages d'apparence, leurs douleurs silencieuses, leurs petites morts quotidiennes et, finalement, leur renaissance avait touché beaucoup plus de personnes qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Le processus d'écriture avait été à la fois thérapeutique et douloureux. Revivre chaque moment de son mariage avec Édouard, analyser les schémas qu'elle avait permis de s'établir, reconnaître sa propre complicité dans le silence de sa voix, tout cela avait exigé une honnêteté brutale envers elle-même. Mais à chaque page écrite, à chaque révision, à chaque chapitre terminé, elle se sentait plus libre, plus légère, plus complète. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Louise. « Marie, tu as vu les nouvelles ?»« Welche nouvelles ?» demanda Marianne, confuse par l'agitation dans la voix de sa sœur. « Édouard, c'est dans tous les journaux et les sites de potins. Sa fiancée chinoise l'a laissé devant l'hôtel, littéralement. La cérémonie était prévue hier soir. Tout était prêt, et elle n'est simplement pas venue. » Marianne sentit un froid dans l'estomac, non pas par jalousie ou ressentiment, mais par une étrange sensation de déjà-vu. L'histoire se répétait, mais avec les rôles inversés. « Comment as-tu su ça ?»« C'est partout, Marie. Même Paul, qui ne s'intéresse pas à ces choses, l'a vu aux infos du matin. Apparemment, cette Véronique a découvert qu'Édouard était impliqué dans un montage financier douteux avec des investisseurs chinois. Elle est auditrice ou quelque chose comme ça. Elle a découvert des irrégularités et a annulé non seulement le mariage, mais aussi les affaires de son entreprise avec la sienne. Un scandale complet. Marianne respira profondément, digérant l'information. Un instant, elle imagina Édouard seul dans cet immense hôtel particulier, faisant face non seulement à l'humiliation publique de l'abandon, mais aussi à d'éventuels problèmes juridiques. Elle fut surprise de réaliser qu'elle ne ressentait aucune satisfaction de son malheur, juste une sorte de compréhension distante, comme quelqu'un qui observe la conclusion inévitable d'une histoire prévisible. « Tu vas bien ?» demanda Louise, interprétant le silence de sa sœur comme un trouble. « Je vais bien », répondit Marianne avec sincérité. « Juste surprise, je suppose. Ça a fait longtemps que je ne pense plus à Édouard. »« Menteuse !» taquina Louise en riant. « Tout ton livre parle de lui. »« Non ?
corrigea Marianne avec fermeté. « Mon livre parle de moi. Édouard n'est qu'un personnage secondaire dans mon histoire, pas le protagoniste. » Après avoir raccroché, Marianne resta pensive quelques instants. Il était vrai ce qu'elle avait dit à Louise. Édouard n'occupait plus d'espace dans ses pensées quotidiennes. Parfois, en relisant des passages du livre, elle avait l'impression de lire sur une étrangère, sur une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait plus complètement. Elle consulta l'horloge, presque l'heure de partir pour son rendez-vous hebdomadaire, le groupe de lecture de la librairie. Ce soir-là, ils allaient justement discuter d'un livre sur la reconstruction après des relations abusives. En tant que modératrice invitée de la soirée, elle devait arriver plus tôt pour aider à organiser l'espace. Le groupe de lecture était devenu un pilier important dans sa nouvelle vie. Elle y avait rencontré des femmes fascinantes, de tous âges et de toutes histoires, unies par l'amour des livres et par des expériences de vie qui, d'une manière ou d'une autre, résonnaient entre elles. C'était un espace d'échange authentique, de vulnérabilité sans jugement, de croissance collective à travers la littérature. C'est lors d'une de ces réunions, il y a environ 3 mois, qu'elle avait rencontré Daniel. La rencontre n'avait rien eu d'extraordinaire ou de cinématographique. Il n'y avait pas eu de regard traversant la salle bondée, ni de musique de fond, ni cette sensation immédiate de « c'est l'homme de ma vie ». Ce fut en fait incroyablement ordinaire. Daniel était le propriétaire de la librairie, ce même monsieur d'environ 60 ans qui l'avait servi le jour où elle était entrée dans le magasin pour la première fois. L'amitié entre eux s'était développée naturellement, à travers des conversations sur les livres, des recommandations littéraires, des discussions sur le marché éditorial. Daniel était veuf depuis 5 ans, ayant perdu sa femme d'un cancer après 4 décennies de mariage. La librairie, qu'ils avaient construite ensemble, était son refuge et sa connexion avec sa mémoire. Marianne trouvait en lui quelque chose qu'elle n'avait jamais eu avec Édouard. Une conversation d'égal à égal, sans hiérarchie implicite, sans jeu de pouvoir. Daniel l'écoutait, vraiment l'écoutait, quand elle parlait de ses idées, de ses peurs, de ses rêves, et plus important encore, il partageait les siens, sans cette réserve typique des hommes qui craignent de montrer leur vulnérabilité. « Ce n'est pas une romance », avait-elle expliqué à Louise, lorsque sa sœur, avec sa franchise habituelle, lui avait demandé s'il y avait quelque chose entre eux. « C'est une amitié, une connexion, quelque chose que je ne sais pas exactement comment nommer et je ne ressens pas le besoin d'étiqueter. » Et c'était vrai. À 42 ans, après un mariage qui l'avait laissé émotionnellement épuisé, Marianne n'avait ni hâte ni attente romantique. La compagnie de Daniel, leur déjeuner du dimanche dans le petit appartement au-dessus de la librairie, leur promenade sur la plage en fin d'après-midi, leur discussion passionnée sur la littérature, était un cadeau qu'elle acceptait avec gratitude, sans exigence de définition ni de progression. En se préparant à sortir, Marianne réfléchit à la façon dont sa définition de l'amour avait changé. Ce qu'elle associait auparavant à de grands gestes, à une passion dévorante et à cette dépendance presque douloureuse qu'elle avait ressentie pour Édouard au début. Elle le voyait maintenant comme quelque chose de plus tranquille, de plus mature, une rivière calme et profonde, au lieu de la cascade turbulente et instable d'avant. La rencontre de cette nuit-là fut particulièrement spéciale. Le livre en discussion, Reconstruction, et traitait de thèmes qui résonnaient profondément avec le parcours de Marianne. En tant que modératrice, elle guida la conversation avec sensibilité, permettant à chaque participant de partager non seulement des impressions littéraires, mais aussi des liens personnels avec l'œuvre. Il y avait une vingtaine de personnes dans le groupe ce soir-là, la plupart des femmes, mais aussi quelques hommes, des partenaires venus pour mieux comprendre les expériences de leurs compagnes, ou des individus dans leur propre chemin de guérison. Daniel restait discrètement au fond de la pièce, organisant les livres de la prochaine livraison, tout en écoutant la discussion, contribuant occasionnellement par une observation perspicace. À la fin de la réunion, alors que la plupart étaient déjà partis, Marianne aidait à réorganiser les chaises lorsqu'elle remarqua une jeune femme qui restait assise, apparemment réticente à partir. Elle semblait avoir une trentaine d'années, avec ce regard que Marianne connaissait bien, celui de quelqu'un qui porte plus de poids qu'il ne devrait. « Première fois dans le groupe ?» demanda Marianne, s'approchant avec un sourire accueillant. La femme acquiesça nerveuse. « Oui, En fait, je suis venue parce que j'ai lu votre blog, » murmure Devers. « Je le suis depuis presque 1 an. » Marianne s'assit à ses côtés, sincèrement touchée. «
Merci de partager cela avec moi. Comment vous appelez-vous? Elisa, répondit la jeune femme. Votre dernier article, où vous avez annoncé le livre, c'est ce qui m'a donné le courage de finalement quitter la maison. J'étais dans une relation de 8 ans, avec un homme qui me faisait me sentir exactement comme vous le décriviez. Invisible, inadéquate, constamment en doute sur ma propre santé mentale. La vulnérabilité de cette confession serra le cœur de Marianne. Combien d'Elisa existèrent là-bas, piégées dans des relations qui les diminuaient jour après jour, attendant une étincelle de courage pour changer leur vie. Je vis chez ma sœur depuis 3 semaines, continua Elisa, le regard fixé sur ses propres mains. Il n'arrête pas d'appeler, d'envoyer des messages. Il dit qu'il va changer, qu'il est désolé. Parfois j'y crois presque. Je connais cet endroit, dit Marianne gentiment. Ce doute, cette voix qui dit que tu en fais peut-être trop, que ce n'est peut-être pas si grave, que cela vaut peut-être la peine de donner une autre chance. Elisa leva les yeux, surprise par la précision de la description. Exactement. Comment avez-vous su? Parce que j'y suis aussi passé, sourit Marianne, et parce que j'ai entendu la même histoire de dizaines de femmes depuis que j'ai commencé à écrire le blog. Nous ne sommes pas seuls, Elisa, et nous ne sommes pas folles. Pendant près d'1 heure, tandis que Daniel fermait discrètement la librairie autour d'elle, Marianne et Elisa parlèrent, non pas comme une conseillère et une conseillée, mais comme 2 femmes à différents points du même voyage, partageant expérience, peur, espoir. « Voulez-vous prendre un café un de ces jours ?» suggéra Marianne, en réalisant qu'il était déjà tard. « Pas comme thérapeute ou mentor, je ne suis rien de tout ça, mais comme quelqu'un qui comprend le chemin que vous parcourez. J'adorerais, » répondit Elisa, les larmes aux yeux. « Vous n'imaginez pas ce que cela signifie pour moi de ne pas me sentir complètement seule là-dedans. » Quand Elisa partit, Daniel s'approcha, touchant légèrement l'épaule de Marianne. « Vous avez un don, vous savez ?»« Quel don ?» ?»« Celui de faire en sorte que les gens se sentent vus, vraiment. » Marianne sourit, reconnaissant l'ironie. « Peut-être parce que j'ai passé tellement de temps à être invisible. » Ils marchèrent ensemble sur le trottoir de la librairie déjà fermée, Daniel se préparant à monter à son appartement, Marianne à rentrer chez elle. « Demain est le grand jour, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Oui. L'éditeur envoie les premiers exemplaires imprimés du livre. J'ai du mal à croire que je vais enfin tenir dans mes mains quelque chose qui a si longtemps existé seulement en moi. Voudriez-vous dîner avec moi demain pour célébrer ?» invita Daniel. « Rien de chic, juste nous deux, un repas fait maison dans mon appartement. Je promets de ne pas brûler le riz cette fois-ci. »« Rarina, j'adorerais, » accepta Marianne, ressentant cette agréable sensation de confort que sa présence provoquait toujours. Daniel se pencha et l'embrassa doucement sur le front, un geste qui était devenu une partie de leur routine, une démonstration d'affection qui n'exigeait ni ne promettait plus que ce que tous deux étaient de prêts à donner ou à recevoir. « Bonne nuit, Marie, je suis fier de toi. De qui tu es devenue. »« Bonne nuit, Daniel. Merci de me voir. » Le lendemain, les premiers exemplaires de Murs de verre arrivèrent comme promis. Marianne ouvrit le paquet d'une main tremblante, sentant le poids du livre. Son livre, pour la première fois. Sur la couverture, une illustration minimaliste. Une femme vue à travers un mur de verre, sa silhouette gagnant progressivement en couleur et en définition à mesure qu'elle s'éloignait de la surface transparente. Elle ouvrit à la première page où elle avait choisi de placer une dédicace simple. « À toutes les femmes qui se sont senties invisibles, votre histoire compte, votre voix compte, vous comptez. » Elle feuilleta les pages, revivant son parcours à travers les mots qui appartenaient désormais non seulement à elle, mais au monde. C'était étrange et merveilleux de penser que ces expériences si intimes seraient lues par des inconnus, qui y trouveraient peut-être des reflets de leurs propres histoires. Le téléphone sonna, interrompant le moment. C'était Hélène, son éditrice. « Marianne, j'appelle pour vous donner des nouvelles incroyables. Nous venons de recevoir une proposition de traduction en 6 langues. 6 anglais, espagnol, français, allemand, italien et mandarin. C'est absolument extraordinaire pour un premier livre. »« Mandarin ?» répéta Marianne, surprise. « En Chine. » L'éditeur chinois a été particulièrement intéressé par la perspective d'une femme occidentale sur les relations émotionnellement abusives qui se cachent derrière des façades de perfection.
Il semble que ce soit un thème qui résonne universellement. Après l'appel, Marianne s'assit sur la véranda de son petit appartement, observant la mer au loin. Six Langues, son livre, ses mots, ses expériences, traversant les frontières et les océans pour atteindre des femmes dans d'autres cultures, d'autres contextes. L'idée était à la fois terrifiante et exaltante. Le soir, pendant le dîner dans l'appartement confortable de Daniel, elle partagea la nouvelle. « Cela mérite plus que du vin de supermarché », déclara-t-il, disparaissant brièvement dans sa petite cave improvisée. Il revint avec une bouteille poussiéreuse. « J'ai gardé cela pour une occasion vraiment spéciale. Un Bordeaux de 1978, l'année où Isabelle et moi nous sommes mariés. » Marianne écarquilla les yeux, sincèrement émue. « Daniel, je ne peux pas accepter. Cette bouteille doit avoir une signification énorme pour vous. » « Car c'est exactement pour cela que je veux la partager avec toi, » répondit-il, avec cette simplicité directe qui était l'une de ses qualités les plus charmantes. Isabelle disait toujours que la vraie valeur de quelque chose de précieux est de le partager au bon moment, avec la bonne personne. Pendant que Daniel ouvrait le vin avec un soin révérencieux, Marianne observait son profil contre la lumière douce du salon. Il y avait une dignité en lui, une sérénité qui venait de quelqu'un qui avait déjà affronté ses tempêtes les plus sévères et avait trouvé la paix de l'autre côté. Ce n'était pas un homme beau selon les standards conventionnels, des cheveux gris déjà clairsemés, des rides profondes autour des yeux, une légère courbure des épaules. Mais il y avait une beauté indéniable dans sa présence, dans son attention complète au moment présent, dans sa capacité à valoriser les petites joies. « Un toast », dit-il lui tendant un verre, « au nouveau départ, aux mots qui guérissent, aux murs de verre qui se brisent enfin, et aux personnes qui nous voient vraiment, » ajouta Marianne, touchant son verre au sien. Le vin était extraordinaire, complexe, profond, avec des notes de fruits mûrs et d'épices qui se révélaient lentement à chaque gorgée. Comme une bonne relation, pensa Marianne, qui se développe et s'enrichit avec le temps, révélant de nouvelles couches, de nouvelles profondeurs. Après le dîner, ils s'assirent côte à côte sur le petit canapé du salon, feuilletant ensemble le livre fraîchement publié. Daniel lisait des passages à voix haute, s'arrêtant occasionnellement pour commenter un passage particulièrement touchant ou un choix littéraire particulièrement heureux. Dans un moment de silence confortable, Marianne réalisa que sa main avait trouvé la sienne naturellement, leurs doigts entrelacés, sans qu'aucun des deux n'ait consciemment planifié le geste. « Sais-tu ce que j'admire le plus chez toi, Marianne ?» demanda Daniel doucement. « Quoi ?» Ton courage de recommencer, de ne pas laisser le passé définir ton futur. Beaucoup de gens passent leur vie entière enfermés dans des histoires qui sont déjà terminées, incapables de tourner la page. Marianne réfléchit à ces paroles, reconnaissant la vérité en elle. « Je crois que j'ai enfin compris que recommencer ne signifie pas effacer ce qui s'est passé avant. Cela signifie l'intégrer à notre histoire, le transformer en sagesse, en compassion, en force. » « Exactement, » acquiesça Daniel. Isabelle disait que la vie est comme un livre, avec de nombreux chapitres. Certains sont douloureux, d'autres sont joyeux, mais tous sont nécessaires à l'histoire complète. « Elle semble avoir été une femme très sage, » observa Marianne. « Elle l'était, » confirma Daniel avec un sourire nostalgique. « Je pense que vous auriez été de grandes amies. » Ces mots, simples, honnêtes, sans sous-texte, touchèrent profondément Marianne. Il n'y avait ni jalousie, ni comparaison, ni compétition avec le fantôme du grand amour de la vie de Daniel. Juste la reconnaissance et le respect pour ce qui avait été, et l'ouverture à ce qui pourrait être. « Puis-je te poser une question personnelle ?» risqua Marianne. « Bien sûr. Tu n'as jamais pensé à reconstruire ta vie avec quelqu'un d'autre après Isabelle ? 10 ans, c'est beaucoup de temps pour rester seul. » Daniel réfléchit un instant. « J'y ai pensé, oui. Ou plutôt, j'ai envisagé la possibilité. Mais je n'ai jamais trouvé quelqu'un avec qui la connexion serait assez vraie. Quelqu'un qui me verrait pour qui je suis vraiment. Pas seulement comme le veuf d'Isabelle ou ce monsieur de la librairie. Jusqu'à maintenant. » Le regard qu'ils échangèrent à ce moment contenait tout un univers de possibilités non déclarées, de futurs potentiels qu'ils commençaient tous deux à peine à entrevoir. « J'ai peur, » confessa Marianne, se surprenant elle-même par son honnêteté. Pas de toi, mais de moi, de faire confiance à nouveau, de m'ouvrir, de croire que je peux être aimé pour ce que je suis, pas pour ce que je représente
ou ce que je fais pour quelqu'un. La peur fait partie du processus, répondit Daniel, serrant doucement sa main. Mais je t'ai vu affronter des choses bien plus effrayantes que cela. Et nous ne sommes pas pressés. Nous avons le temps. Tout le temps du monde. Cette nuit-là, allongée dans son propre lit, dans son propre appartement, Marianne réfléchit aux chemins inattendus que la vie pouvait prendre. 1 an auparavant, elle était prisonnière dans un hôtel particulier de verre, réduite au silence invisible, mourant de l'intérieur chaque jour qui passait. Maintenant, elle était une auteure publiée, avec un livre qui serait traduit en 6 langues. C'était une femme libre, maîtresse de son temps, de son corps, de sa voix. Et peut-être le plus important, elle commençait à croire en la possibilité d'un amour différent, un amour basé non pas sur la dépendance ou l'apparence, mais sur le respect mutuel, l'admiration sincère, l'acceptation complète. Le mois suivant, le lancement de Murs de verre dépassa toutes les attentes. La librairie de Daniel devint trop petite pour la foule venue à la séance de dédicace. Des femmes de tous âges firent la queue pour faire signer leurs exemplaires. Beaucoup les larmes aux yeux en remerciant Marianne de donner une voix à des expériences qu'elles avaient gardées silencieuses pendant des années, des décennies. Parmi elles se trouvait Elisa, radieuse, pour raconter qu'elle avait trouvé un emploi et loué un petit studio, son premier espace vraiment à elle. Et plus important encore, elle avait résisté aux supplications de son ex pour revenir. Une autre surprise fut l'arrivée de Madame Cécile, l'ancienne femme de chambre de l'hôtel particulier. Elle étreignit Marianne avec force, racontant qu'elle avait démissionné 2 semaines après son départ. « Cette maison est devenue encore plus froide sans vous, madame, » expliqua-t-elle. « Et Monsieur Édouard a changé, pas pour le mieux. » Marianne ne demanda pas de détails. Le chapitre Édouard de sa vie était définitivement clos, et elle ne ressentait ni le besoin ni la curiosité de suivre les développements de son histoire. La dernière personne dans la file de dédicace était une dame élégante d'environ 70 ans, avec un air vaguement familier que Marianne ne parvenait pas à situer. « Votre livre est extraordinaire, ma chère, » dit la femme tendant un exemplaire à signer, si courageux, si nécessaire. « Merci, » répondit Marianne, ouvrant le livre à la page de garde. « À qui dois-je le dédicacer ?»« À Régina, » répondit la dame. « Régina Mercier. » Pic. Marianne se figea, le stylo suspendu au-dessus de la page. Régina Mercier. Son ex-belle-mère, la mère d'Édouard, Madame Mercier. Réussit-elle enfin à dire, la voix tremblante, « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. J'imagine que non. » Sourit Régina, avec une expression étonnamment douce. « Mais j'ai senti que je devais venir. Je devais m'excuser. »« S'excuser » répéta Marianne confuse, de n'être jamais intervenue, d'avoir vu ce que mon fils te faisait, le silence, la froideur, le contrôle, et de n'avoir rien dit, d'avoir été complice même passivement. Marianne sentit un nœud dans la gorge. De toutes les réactions possibles à son livre, c'était celle à laquelle elle s'attendait le moins. « Édouard est comme son père », continua Régina avec un soupir triste, froid, calculateur, incapable de connexion émotionnelle réelle. « J'ai vécu la même chose que toi, Marianne. 50 ans d'un mariage d'apparence, d'une solitude déguisée en sophistication. Mais contrairement à toi, je n'ai jamais eu le courage de partir. Il n'est jamais trop tard, » dit Marianne, serrant la main de son ex-belle-mère avec une compassion sincère. « Peut-être pas, » sourit Régina avec une nouvelle étincelle dans les yeux. « Qui sait si ton exemple n'inspirera pas une autre Mercier à briser ses propres murs de verre. » Après le départ de la dernière personne, Daniel ferma la librairie et s'assit à côté de Marianne, épuisée mais radieuse après des heures de conversation et de dédicaces. « Comment vous sentez-vous, auteur à succès ?»« Incomplète, » répondit-elle sans hésitation, comme si j'avais enfin trouvé mon but, ma voie, ma place dans le monde. Daniel sourit, ce sourire qui illuminait ses yeux d'une manière qui faisait doucement accélérer le cœur de Marianne. « Je crois que j'ai toujours su que ce jour arriverait, » dit-il. « Dès la première fois que je t'ai vu entrer dans la librairie, avec ce regard déterminé de quelqu'un qui venait de prendre une décision qui allait changer sa vie. Que tu te souviens de ce jour ? » « Je me souviens de chaque détail, » confessa-t-il. « La façon dont tu regardais les livres, comme si tu voyais de vieux amis, la façon dont tes mains touchaient les dos, presque avec révérence, la façon dont tes yeux s'illuminaient quand j'ai parlé du groupe de lecture. » Marianne sentit son visage rougir,
L'idée que quelqu'un l'avait observée avec tant d'attention, remarquant des détails qu'elle-même ne se rappelait pas, était à la fois déconcertante et profondément émouvante. « Tu m'as vu, dit-elle simplement. Depuis le début, tu m'as vraiment vu, et j'ai aimé ce que j'ai vu, compléta Daniel, se penchant lentement vers elle. Beaucoup. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent pour la première fois, il n'y eut ni feu d'artifice, ni violons imaginaires, ni la sensation que le monde s'arrêtait de tourner. Ce fut un baiser doux, exploratoire, respectueux, un baiser qui n'exigeait ni ne promettait plus que le moment présent, mais qui contenait en lui la possibilité d'un avenir partagé. Marianne ferma les yeux, se livrant à cette nouvelle expérience, avec le même courage qui l'avait menée jusqu'ici. Le courage de recommencer, de faire confiance à nouveau, de croire qu'elle méritait d'être aimée pour ce qu'elle était vraiment, sans masque, sans performance, sans mur de verre entre son vrai moi et le monde. Le lendemain matin, de retour dans son appartement, Marianne ouvrit son ordinateur portable pour écrire ce qui serait la dernière entrée du blog « Murmure de verre ». Après tant de temps passé à partager son parcours avec des milliers de femmes inconnues, elle sentait qu'il était temps de conclure. D'un dernier chapitre qui marquerait non pas une fin, mais une transformation. Chère lectrice, aujourd'hui j'écris pour vous dire au revoir. Non pas comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui termine un cycle et se prépare à en commencer un autre. Murmure de verre est né de ma douleur, de ma solitude, de mon invisibilité. Ce fut mon cri silencieux dans un monde qui m'avait appris à me taire. Maintenant, ce cri s'est transformé en un livre qui, étonnamment, atteint des milliers de femmes à travers le pays, et bientôt dans d'autres pays et langues. Mur de verre n'est pas seulement mon histoire, mais une invitation à chacune d'entre vous à regarder vos propres murs, vos propres silences, vos propres invisibilités. J'ai reçu des milliers de messages de votre part au cours de ces mois, des histoires de douleur qui m'ont fait pleurer, des histoires de dépassement qui m'ont rempli d'espoir. Chacun de ces messages a été un rappel que je n'ai jamais été vraiment seul. Nous étions toutes là, séparées par des murs de verre, capables de nous voir mais incapables de nous toucher. Aujourd'hui, je veux dire à chacune d'entre vous, il y a une vie au-delà des murs. Il y a une voix au-delà du silence. Il y a une existence pleine au-delà de l'invisibilité. Je n'ai pas toutes les réponses. J'apprends encore, jour après jour, ce que c'est de vivre authentiquement, sans peur, sans culpabilité, sans le besoin constant d'approbation extérieure. Je trébuche encore, je doute encore. Je me surprends occasionnellement à chercher la validation dans les yeux des autres. Mais j'ai appris que la perfection n'est pas le but. L'authenticité l'est. J'ai appris que l'amour véritable ne diminue pas, mais s'étend. J'ai appris que notre voix, cette voix intérieure que nous avons si souvent fait taire pour plaire aux autres, est notre bien le plus précieux. Et j'ai appris